dès leur création, donc dès la création des écoles, tout le monde peut avoir accès à l'école et à l'éducation. Tout le monde, que ce soit femme, enfant, homme, tout le monde peut avoir accès à l'éducation. Et ça, c'était une volonté quand même qui était bien ancrée. La possibilité de savoir lire et écrire n'est donc plus l'apanage des enfants de nobles ou des personnes pouvant avoir le luxe de se payer des précepteurs. Tout le monde pouvait aller dans les écoles les proches, avec bien évidemment, vous vous doutez bien, quelques ajustements qu'ils devaient faire, et on y allait quand on pouvait, bien entendu. Les moines et les moniales ont également une instruction justement dans des écoles spécialisées pour eux, car ces derniers doivent savoir lire les écritures saintes, mais aussi les recopier s'ils sont s'ils sont inclus dans des ateliers de copistes. Donc l'instruction fait quand même partie d'une chose essentielle, notamment dans les écoles religieuses. Parmi les écoles que l'on retrouve sous la responsabilité des ecclésiastiques, on peut en dégager plusieurs. On peut trouver les écoles monastiques, les écoles épiscopales, qui vont être ce qu'on va appeler aussi les écoles urbaines, les écoles cathédrales et les écoles presbytérales, et pour terminer, les écoles paroissiales. Au VIe siècle, les écoles monastiques sont des lieux où les disciples de Saint Benoît dispensent un enseignement monastique. Je rappelle que l'ordre de Saint Benoît est un ordre de moines, donc il va de soi bien sûr que ces ordres dispensent un certain type d'enseignement. Ces fameuses écoles monastiques sont destinées avant toute chose à la formation des clercs et des moines, mais surtout des moines, et on le verra tout à l'heure, cela va se confirmer à partir d'un certain temps. Dans ces établissements, ce sont les règles donc monastiques qui régissent la vie de ces écoles. Donc on peut prendre la règle de Saint Benoît, ça va être les règles bénédictines qui vont s'appliquer justement dans ces fameuses écoles. Donc elles sont calquées sur vraiment la vie monastique à ce moment-là. À l'époque carolingienne, Charlemagne, et ça va être Charlemagne et aussi ses successeurs bien après, entament une espèce de réforme intellectuelle et culturelle, et notamment il encourage les monastères, donc les monastères, justement ces fameux monastères en charge de ces fameuses écoles, à fonder justement des écoles pour ceux qui ne les ont pas, et à fournir une meilleure formation du clergé comprenant des moines et des clercs de l'époque. Plus tard, au Xe siècle, malgré on va dire tous les péripéties que pourra traverser justement cette fin de haut Moyen-Âge, à savoir la dislocation de l'Empire carolingien ou encore des invasions, ces écoles monastiques vont quand même réussir à garder le cap tout en restant fidèles notamment à leur culture littéraire, à leurs principes d'enseignement, enfin à toutes ces choses qui font que ces écoles peuvent encore survivre. Bien plus tard, on peut également souligner que ces écoles vont être placées sous la responsabilité d'un évêque, donc autrement dit sous une tête de proue, on va dire, du clergé. Toutefois, il faut quand même souligner quelque chose, c'est qu'à partir du XIIe siècle, si ces écoles monastiques étaient ouvertes à des enfants et des jeunes venant de tous horizons, et on verra qu'il y a quand même quelques exceptions à cela, elles finissent par se fermer petit à petit à toute personne qui n'est pas destinée à devenir moine ou se destine à cette vie monastique. Autrement dit, il faut comprendre que d'un établissement qui a accueilli tout le monde, elle devient petit à petit une école plus spécialisée. Créée en Provence et avec d'autres types d'écoles, les écoles épiscopales sont construites sur le même modèle que les écoles monastiques. Donc autrement dit, les écoles monastiques sont un peu le modèle à suivre pour certains types d'écoles. Durant la période du IIIe et du IXe siècle, donc époque de l'Antiquité tardive, ce qu'on va appeler l'Antiquité tardive jusqu'à la fin du Haut Moyen-Âge, l'Église ne se désintéresse pas de l'instruction, bien au contraire. Dans les écoles épiscopales, on trouve ce qu'on va appeler des maîtres spéciaux. Alors ces maîtres spéciaux vont être dans différents domaines, ça va être dans la grammaire, dans ce genre de trucs, mais grammaire plutôt antique, si on peut comprendre ça. Donc ça va être vraiment des maîtres spécialistes d'un domaine en particulier d'enseignement. Au VIe siècle, ces écoles sont un équivalent des petits séminaires. Il va y avoir ces écoles-là, mais il va y en avoir d'autres qu'on verra après. Donc petits séminaires qui donnent un peu les bases de la vie religieuse, si on peut dire ça comme ça. Et certains historiens y voient également un peu les préliminaires des universités médiévales que l'on verra dans une autre partie. Alors que moi, et ce sont mes propres hypothèses, je ne sais pas si on peut vraiment dire que ce sont, on va dire, des préliminaires à ces universités. Pourquoi pas peut-être au niveau de l'enseignement, mais peut-être pas forcément au niveau de la structure. Donc ça, on le verra quand on étudiera le gros morceau qui est l'université au temps du Moyen-Âge. Lors du concile de Vaison qui s'est tenu en 529, Césarée d'Arles, un ancien moine de l'Airain, parvient à obtenir, justement lors de ce fameux concile, que les prêtres ruraux, dont les prêtres des campagnes, instruisent les jeunes enfants, et les jeunes de façon générale. Autrement
Autrement dit, il faut comprendre que, alors l'instruction, les écoles vont surtout se trouver dans les villes, mais il va de soi que même, on va dire, les jeunes qui sont à la campagne ont peut-être envie aussi d'être instruits au même titre que les autres. Cette instruction va surtout se situer au niveau de l'instruction religieuse, mais il va pas y avoir que ça, mais principalement ça sera ça. Dans cette instruction, il y a l'apprentissage du psautier, donc ça on le verra quand on étudiera les méthodes et les techniques, enfin programmes entre guillemets d'enseignement, les textes sacrés et l'enseignement de la loi divine. Donc bien axé sur la religion, notamment pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Cela a également un autre but, à part de savoir lire et écrire, et de peut-être préparer potentiellement, je mets le mot potentiellement volontairement, de nouveaux successeurs justement à ces fameux prêtres qui peut-être à la fin de leur vie vont chercher quelqu'un pour les remplacer. Au 6e siècle, donc époque du Moyen-Âge, on va trouver des écoles qu'on va appeler les écoles cathédrales. Les écoles cathédrales ont les mêmes fonctions que les écoles épiscopales, notamment par rapport au côté formation style petit séminaire. Donc c'est ce que je vous disais, école épiscopale a une fonction de petit séminaire, mais il y a d'autres types d'écoles qui vont avoir un peu les mêmes fonctions. Alors l'école cathédrale, ça sera vraiment dans les endroits où vous allez justement avoir ces fameuses cathédrales. Ça paraît logique, mais bon voilà. Et c'est pas des écoles qu'on va retrouver un peu partout. Donc ça sera vraiment ciblé, je pense, que dans certains lieux. Du moins de ce que j'ai pu en lire et en comprendre. À l'époque carolingienne, lors d'un concile qui s'est déroulé en 829, il faut toutefois constater qu'on va faire une distinction entre les écoles cathédrales et ce qu'on va appeler les écoles publiques. Et là, ce qu'on appelle école publique, ça va être les écoles épiscopales. École publique, école urbaine, en fait, ça va être un peu la même chose, plus ou moins, en fait. Entre le 11e et le 12e siècle, donc par rapport aux villes, on va distinguer à nouveau deux types d'écoles. Les écoles cathédrales, les écoles collégiales, que l'on appelle écoles urbaines et qui sont, on va dire, un autre mot pour dire école épiscopale. En effet, dans la deuxième partie du 11e siècle, on va constater une multiplication de ces écoles urbaines, on va dire, pour assurer une instruction beaucoup plus grande au niveau d'un plus grand nombre de personnes. Mais aussi, cette multiplication des écoles urbaines permet aux clercs de satisfaire une forme de curiosité intellectuelle, parce que, bien sûr, il n'y a pas que les enfants qui sont curieux, les adultes aussi, et ces derniers vont de plus en plus fréquenter ces fameuses écoles urbaines, et surtout, les études dispensées dans ces fameuses écoles vont leur ouvrir d'autres horizons que la vie de clerc. Je m'explique. Ça va leur permettre d'avoir une certaine ascension sociale, et aussi d'accéder à certains biens matériels. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que des clercs vont avoir à faire de ça? En réalité, disons que pour dire les choses très simples, dans ces écoles où on souhaite former des clercs, il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas que des clercs qui vont en sortir. Il va y avoir un autre style de personnes, bien entendu, mais la formation religieuse est un peu une formation dite de base. Pour les clercs qui souhaitent avoir une ascension un peu autre, on va les former, par exemple, avec notamment le développement de l'administration royale et municipale, on va les former à d'autres types de tâches, des tâches administratives ou ce genre de choses. Donc en réalité, ces fameux clercs vont être un peu multitâches. Ils vont être multitâches au sens où on va les trouver dans d'autres professions, on va dire que leur profession religieuse de base. Vous avez les choses un peu comme elles sont. C'est pas forcément toujours facile à s'imaginer une personne qui a une formation cléricale accéder à des fonctions administratives. En réalité, c'est peut-être un peu logique parce qu'on va retrouver ces fameuses personnes, à avoir plusieurs cordes à leur arc et du coup à être beaucoup plus polyvalentes et à accéder à des choses en fait auxquelles ils n'auraient pas eu accès s'ils étaient restés uniquement dans la religion. Donc ça paraît un peu logique sans vraiment l'être. Pour en revenir à nos fameuses écoles cathédrales, pour les diriger, elles sont dirigées soit par l'archidiacre, soit par le chancelier. Donc créées en Provence, tout comme les écoles épiscopales, les écoles presbytérales sont construites sur le même modèle encore une fois que les écoles monastiques. Et vous allez me dire, mais beaucoup se sont inspirés de ça. En réalité, quand un fonctionnement fonctionne bien, on va avoir tendance un petit peu à le reproduire un peu par facilité. On va l'adapter à sa sauce, mais on va le reproduire un peu par facilité. Cela paraît un peu logique. Au 6e siècle, le second concile de Vaison de 529, encore une fois, nous voit ce fameux concile, institue cette fois-ci ces fameuses écoles presbytérales. Pour terminer ce petit tour d'horizon, on va dire des écoles ecclésiastiques, on va parler également des écoles paroissiales. Au 6e siècle, ce fameux concile de Vaison va instituer un autre type d'écoles qui sont les écoles paroissiales. Lors de ce fameux concile et par rapport à ces fameuses écoles paroissiales, il va être prescrit et demandé aux prêtres en charge des
paroisses, donc des plus petites circonscriptions religieuses, d'éduquer les jeunes gens sur le savoir chrétien, mais aussi sur l'apprentissage des psaumes, des saintes écritures, mais aussi des lois divines. Donc encore une fois, très axé sur la religion. Le but est d'en faire des bons chrétiens également. Les écoles paroissiales sont spécialisées dans la formation des clercs, mais on admet quand même des jeunes laïcs quand les petites écoles romaines ont commencé à disparaître et ont disparu. Donc on accueille quand même, comme pour les écoles épiscopales, on accueille un peu tout le monde. Enfin, et comme les écoles surtout monastiques. Cette volonté d'instruire se retrouve également dans différentes lois, dans différents statuts. On peut citer par exemple les statuts diocésains d'Orléans, de Tours ou encore de Soissons qui ordonnent justement l'ouverture de ces fameuses écoles. Et ces statuts demandent aux prêtres non seulement d'ouvrir ces écoles, mais d'instruire gratuitement justement les enfants de toutes conditions. Donc il y a une vraie volonté quand même d'éduquer, d'apporter un savoir à ces jeunes, même si ce n'est qu'un savoir religieux, mais c'est surtout une volonté justement de leur apprendre à lire et à écrire, mais surtout ne pas demeurer dans l'ignorance ou de ne pas demeurer dans peut-être encore dans un paganisme qui est peut-être encore très ancré à certains endroits. Donc on cherche non seulement à christianiser, à éduquer, mais aussi à faire en sorte que tout le monde ait une certaine connaissance de base, on va dire, des saintes écritures. Ces établissements montrent que ces écoles ont une fonction un peu professionnalisante dans le sens où elles forment les futurs membres du clergé, alors comprenez les moines et les clercs surtout. Avec la disparition des écoles antiques, donc comprenez les écoles de Rome et tout ça, les écoles chrétiennes doivent accueillir des enfants même s'ils ne sont pas destinés à devenir des clercs. Donc ça, c'est ce qu'il faut en comprendre. Et face à ce renouveau, des structures, on va également adapter certaines techniques pédagogiques. Donc ce qu'il faut comprendre de cette partie un peu de définition, c'est que il y a différents types d'écoles qui vont enseigner différents types de choses. Alors il va y avoir un tronc commun, mais ça sera fait différemment et ça n'aura pas les mêmes buts. Mais concrètement, les écoles religieuses, épiscopales, monastiques, ce que vous voulez, ont un but non seulement peut-être de former des futurs clercs dans leur rang, mais aussi d'apporter une forme d'éducation, mais surtout une forme d'éducation religieuse. Si les ecclésiastiques ont d'abord accès à l'instruction, les laïcs ont également accès à cette dernière avec quelques différences. En effet, les enfants accueillis dans les écoles mentionnées beaucoup plus haut, donc les écoles monastiques, épiscopales, etc., dans ces écoles-là, on peut trouver des personnes qui sont destinées justement à cette vie de monastique, mais d'autres qui ne sont pas destinées à ces vies-là et qui ont déjà pratiqué ou qui connaissent des activités beaucoup plus profanes. En effet, les laïcs bénéficient aussi d'une instruction dans des structures qu'on va appeler les petites écoles. Si la culture laïque et ecclésiastique se mélange dans l'instruction des enfants, notamment on va dire dans la fréquentation de ces écoles, c'est véritablement vrai plus au XIIIe siècle, car on peut vraiment parler d'une culture laïque. En effet, la littérature en langue vulgaire, donc langue d'oïl, langue d'oc pour le sud et langue d'oïl pour le nord, permet une meilleure accessibilité à des ouvrages et à la culture de façon générale. Donc comprenez bien que bien souvent les livres, les manuels étaient écrits en latin, mais petit à petit, pour on va dire qu'une culture on va dire commune se forme, on va petit à petit les traduire dans des langues que tout le monde parle, alors que tout le monde parle dans certaines régions et que tout le monde comprend. Toutefois, le latin reste la langue utilisée par l'administration et pour les récits officiels, mais elle est aussi utilisée chez les ecclésiastiques pour beaucoup d'autres choses. Toutefois, on peut voir notamment dans la documentation des XIVe et XVe siècles principalement que la langue vulgaire, ou les langues vulgaires surtout, commencent à être de plus en plus utilisées. Dans les villes, les bourgeois et les marchands veulent que leurs enfants reçoivent une instruction, car cela leur servira notamment soit dans le monde des affaires, soit dans le commerce. Toutefois, les bourgeois veulent avoir quand même un œil sur l'enseignement donné à leurs enfants. Ils souhaitent qu'on leur donne un enseignement de base, mais un enseignement de base, on va dire, avec un peu de modernité, si on peut dire ça ainsi. Certaines petites écoles sont également ouvertes par des fraternités religieuses. Groupés par 10, les élèves sont placés sous l'autorité d'un rector, notamment pour l'enseignement religieux et de travail, notamment de travail comme copiste. Donc, ils reçoivent un enseignement sur les bases du commerce ou ce genre de choses, la comptabilité et compagnie, mais ils ont également une instruction religieuse. Donc, en fait, ça reste quand même une instruction qui reste quand même sous la houlette de la religion d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière. Pour se destiner à une carrière de notaire ou dans le commerce, on y revient, on leur apprend à lire, à écrire, mais aussi à compter.
compter. La comptabilité est également enseignée. C'est la comptabilité de base. On va retrouver certaines notions de comptabilité de cette époque-là dans notre comptabilité actuelle, notamment pour le cas des billets à ordre ou ce genre de trucs. On va retrouver les ancêtres de notre comptabilité actuelle. On leur enseigne également tout ce qui est langue étrangère, notamment l'arabe ou ce qui était l'équivalent de l'arabe et du turc, notamment pour les commerçants. En effet, les commerçants sont amenés dans certains cas à devoir faire du commerce avec l'extérieur, notamment l'extérieur de l'Europe, et du coup, il vaut mieux avoir que quelques rudiments de langue histoire de ne pas se retrouver un peu le bec dans l'eau. Comme je vous le disais, l'enseignement religieux est également dispensé aux laïcs, mais ce n'est pas un enseignement religieux à proprement c'est le même enseignement religieux qu'on peut donner aux enfants destinés à la prêtrise, et aux moines ou ce genre de choses. En effet, les prêtres et les parents souhaitent que les enfants aient les bases de la foi chrétienne, mais sans pour autant, on va dire, pousser beaucoup trop loin. On les fait participer à la liturgie, on leur fait écouter des sermons, ou encore on leur lit certaines notions de qui pourrait être vu comme notre catéchisme actuel. Toutefois, il faut quand même mettre un petit bémol là-dessus. Ces fameux laïcs sont quand même relativement méfiants avec cet enseignement religieux, car ils ne veulent pas voir leurs enfants se prendre de passion justement pour cet enseignement, et du coup avoir un enseignement, basculer dans une vocation de clerc. Donc on veut bien que nos enfants aient une instruction religieuse de base, mais il faut pas non plus que ça aille trop loin. Donc il y a quand même une espèce de petite méfiance par rapport à cela. Si les bourgeois et les marchands ont accès à l'instruction, on va dire dans les écoles ou tout ce genre de choses, l'aristocratie laïque, parce que vous avez aussi une aristocratie laïque, faut pas l'oublier, donne également une instruction religieuse, mais une instruction religieuse qui est peut-être moins poussée dans ces cas-là, mais ce n'est pas forcément la majorité, notamment dans les aristocraties qui se trouvent en milieu rural. En effet, pendant la période du XIIe siècle, les enfants apprennent principalement les activités de combat et de chasse en premier lieu. Ils apprennent à monter à cheval relativement tôt, surtout pour les garçons. Et ça, on pourrait le mettre presque en lien avec le contexte peut-être soit de croisade, soit de combat, pour de guerre, pour toute autre chose. C'est probablement aussi un peu lié à ça qu'on met l'accent sur ce genre d'activité plutôt que sur d'autres. Toutefois, le recours à l'instruction, comme je l'expliquais, religieuse et profane, est également, on va dire, enseigné à ses enfants, mais à ce moment-là, comme on peut le constater, ce n'est plus le monopole des clercs, et cela, bien entendu, comme on peut le souligner, n'est pas forcément incompatible avec cette espèce de formation militaire à plus petite échelle. Quand les parents veulent que leur enfant soit instruit, il y a plusieurs cas de figure. Les nobles les plus riches peuvent avoir recours à des précepteurs privés, donc ça va être, on va dire, des intellectuels qui vont leur apprendre certains rudiments de savoir, ou ça va être des professeurs qui vont vivre sur place. Enfin, ce ne sont pas des écoles qui vont le faire, ça va être un peu comme des cours à domicile. Et pour d'autres, on va envisager de les envoyer dans des écoles. Pour cela, les parents doivent faire une lettre de demande auprès soit d'un monastère, soit du prieuré, en stipulant que les moines doivent se contenter à un enseignement de base, à savoir la lecture et l'écriture. Ce sont, on va dire, principalement les écoles monastiques et probablement aussi épiscopales, mais surtout monastiques, qui vont être concernées par justement cette demande d'instruction pour les envoyer à l'école. Et on peut me demander, et les filles dans tout ça? Les filles reçoivent une instruction de base, elles sont instruites également, mais ce n'est pas une instruction aussi poussée que pour les garçons. On va mettre l'accent plus sur l'art ménager et sur tout ce genre de choses, ce qui fera d'elle une bonne épouse, une bonne mère, ce genre de choses. Et pendant la peste, notamment à Toulouse, certaines jeunes filles qui se sont retrouvées par exemple orphelines ont été prises en charge par ce qu'on peut voir comme des pensionnats de jeunes filles ou ce genre de choses, pour qu'elles aient un rudiment d'instruction, pour qu'elles soient, on va dire, des filles de bien entre guillemets, et qu'elles ne tombent pas dans la prostitution. Donc il y a vraiment quand même une volonté d'instruire les jeunes filles jusqu'à un certain moment. Certains intellectuels vont voir dans cette instruction des jeunes filles une forme, on va dire, de danger, parce que une femme instruite, c'est dangereux, ça remet en question tout. Enfin, c'est les pensées de l'époque, hein. Donc il faut pas juger sur ce genre de choses. Ce sont certains intellectuels qui s'y sont, on va dire, un peu inquiétés, mais ce n'est pas la majorité, encore une fois.
La chose qu'il faut avoir en tête quand on parle des méthodes éducatives ou de programmes scolaires à mettre entre guillemets au Moyen-Âge, c'est que l'héritage antique est encore extrêmement présent, notamment au moment de ce qu'on peut appeler de l'Antiquité tardive jusqu'au Haut Moyen-Âge. Ça va être un peu des époques un peu de transition au niveau du savoir et au niveau, on va dire, des façons de faire pour l'enseignement des enfants. En effet, on va chercher à mettre un peu de côté, surtout dans les premiers siècles de l'Antiquité tardive, voire même les premiers siècles du Haut Moyen-Âge, on va essayer de mettre de côté les auteurs antiques, l'héritage antique, car on les trouve trop païens, trop teintés de paganisme. C'est des notions qu'on va qualifier de dangereuses, car c'est pas forcément des notions qui sont en adéquation avec les pensées de l'époque. En effet, les premiers chrétiens vont encourager l'étude plutôt des textes sacrés que des auteurs antiques. Malgré tout, beaucoup de chrétiens continuent quand même à s'intéresser à ces auteurs antiques, notamment dans ce qu'on pourra qualifier comme de débats ou de discussions, notamment dans ces cadres-là, et ce seront notamment des auteurs comme Aristote qui seront le plus, on va dire, débattus entre guillemets. Au Moyen-Âge, on ne peut pas parler de programmes scolaires ou de méthodes d'enseignement dans les écoles comme on peut l'entendre à l'heure actuelle. Au moment de l'Antiquité tardive et des premiers temps du Haut Moyen-Âge, les monastères représentent les derniers refuges culturels de ces époques-là, notamment avec les copies de manuscrits anciens et surtout leur conservation dans des bibliothèques. Je rappelle que ces premiers temps ont subi en fait des invasions en tout genre et aussi il y a eu la chute en fait du monde antique, ce qui fait que beaucoup de documents ont été perdus ou détruits, mais il y a eu quand même cette volonté de recopier encore une fois les documents et de les conserver dans des endroits où ils seront en sécurité, et c'est comme ça que beaucoup de monastères ont acquis de très grandes bibliothèques, soit en récupérant des ouvrages qu'ils ont pu récupérer à droite et à gauche, soit en les copiant et par conséquent en les possédant déjà. Le latin, puisque le latin reste la langue, on va dire, de base presque de ces époques-là, et est une langue qui est toujours une langue utilisée par le clergé, subit quand même quelques déformations car elle n'est plus correctement enseignée, mais ça reste la langue, on va dire, de base de l'administration, des ecclésiastiques, de l'apprentissage de la Bible et tout ça. Si vous regardez un petit peu le latin médiéval et le latin antique, il y a quand même quelques différences et c'est probablement vers ces époques-là que le latin a commencé un petit peu à avoir des sens différents. Toutefois, son enseignement quand même reprend au fil du temps et il fait partie, on va dire, du cursus d'apprentissage, on va dire, de base. Par ailleurs, différentes abbayes sont et deviennent de vrais centres éducatifs et surtout de vrais centres culturels. On peut citer par exemple les abbayes de Saint-Victor ou l'abbaye de Cluny, qui est, on va dire, le centre culturel un peu par excellence et que l'on connaît bien. Dans ces établissements, on trouve de nombreux ouvrages. En effet, on va y retrouver par exemple des biographies, des traités d'éducation provenant d'auteurs de l'époque, des auteurs contemporains ou même un peu antérieurs, comme par exemple ici Isidore de Séville, on va retrouver certains auteurs comme lui, ou encore des espèces de compilations provenant, on va dire, des compilations de textes provenant de l'Antiquité. Donc on va retrouver quand même cet héritage antique qui va s'y retrouver, mais c'est, comme je vous l'ai expliqué, les auteurs antiques, on s'en méfie, mais toutefois on veut quand même garder cet héritage, ces auteurs sous la main, pour en débattre, pour en parler. Donc il y a quand même une volonté de conservation, même si on se méfie de ces auteurs païens à proprement parler. Toutes ces données-là montrent que l'éducation dans ces établissements, l'éducation et même, on va dire, l'instruction d'une certaine manière, est essentiellement basée sur des bibliothèques extrêmement bien garnies, mais aussi sur la conservation, encore une fois, de textes contemporains, mais aussi de textes provenant de l'héritage antique. Ce qui va faire que il va y avoir une espèce des centres culturels, on va dire des centres éducatifs à proprement parler, c'est la présence d'une bibliothèque. La bibliothèque, c'est, on va dire, alors ce n'est pas les bibliothèques comme on entend aujourd'hui, hein, c'est totalement différent, ce sont des bibliothèques la plupart du temps portatives, peuvent être sous la forme de coffres, sous forme de ce genre de choses. On se déplace avec, comme on se déplace avec beaucoup d'autres choses. Ce ne sont pas, on va dire, des étagères de livres comme on peut se les représenter aujourd'hui. Les formats sont totalement différents et surtout, les livres en question, ça peut être soit sous forme de rouleaux, c'est tout un tas ce n'est pas, on va dire, des livres à proprement parler comme on peut les entendre. Ça y vient petit à petit, bien entendu, mais les premiers temps partaient du principe que ce ne sont pas des livres à proprement parler comme on peut le voir. Il va y en avoir, mais il va y avoir aussi d'autres formats. Il faut bien comprendre une chose, c'est que toutes ces données sont en fait à but pédagogique, mais aussi à but éducatif, pour inciter la critique également chez les
chez les élèves qui vont tomber sur ces ouvrages, mais également à leur enseigner telle ou telle chose. Donc, ce qu'il faut comprendre de tout ça, de cet héritage antique, c'est que oui, le christianisme s'est installé à l'époque de l'Antiquité tardive. Oui, il y a encore des auteurs dont on va s'inspirer, dont on va encore discuter, mais ce n'est qu'un but pédagogique, ce n'est qu'un but, on va dire, d'instruction et pas, on va dire, d'autre chose. Concernant, on va dire, les moyens ou les méthodes pédagogiques que l'on peut souligner, il faut souligner une espèce d'évolution technique par rapport à l'époque antique. Évolution technique, comme on pourrait l'entendre pour cette époque. On va utiliser ce qu'on va appeler au niveau, par exemple, de ce que nous allons qualifier de niveau élémentaire. On va souligner, par exemple, la présence de tablettes ou de jetons, notamment pour apprendre à lire et à compter. Les tablettes, notamment, c'était souvent utilisé parce que on écrivait dessus et on pouvait effacer, entre guillemets, plus facilement. Donc, c'est des méthodes d'apprentissage qui sont déjà là bien présentes. On peut souligner également qu'à côté d'apprendre à lire et à écrire, on va apprendre également à la lecture, mais ce n'est pas une lecture au cas par cas, ça va être une lecture un peu plus globale, donc on peut supposer que c'est une lecture en fait faite de façon collective, et c'est une lecture qui va être souvent à haute voix. On met les enfants directement en contact avec les textes sacrés, donc souvent les textes de façon générale, et on leur demande de l'apprendre par cœur. Donc il y a, on va dire, cette volonté d'utiliser la mémoire et de pouvoir, on va dire, le réciter quand on est interrogé. C'est pas des méthodes, on va dire, qui sont nouvelles, nous les utilisons encore aujourd'hui, à quelques différences près, bien entendu. On peut également souligner que les élèves font des espèces de travail de copistes, notamment au niveau des psaumes, et de temps en temps, ils sont amenés à les réciter quand ils sont, on va dire, interrogés. Donc, ils font quand même des travails de copistes, en plus, on va dire des copistes qui peuvent être la base. Ils font aussi également ce travail de copie pour faire notamment travailler la mémoire. Bien entendu, on sait très bien que la mémoire visuelle et la mémoire, on va dire, de la main est quand même quelque chose, on va dire, d'assez connu et de relativement courant. À côté de cela, et c'est ce qui va aussi enrichir toutes ces activités, on va dire, un peu plus de mémorisation, on va travailler tout ce qui est en rapport avec la prosodie. Et la prosodie, c'est en fait une notion qui va concerner les activités à la fois de chant et de musique. Donc apprendre à chanter égale sur une musique, probablement à apprendre les temps pour le chant, etc. Parce que le chant fait partie, on va dire, des activités, des activités enseignées justement au sein, on va dire, des écoles religieuses et au sein des monastères également. On va également insister à un enrichissement du vocabulaire avec le recours, par exemple, de glossaires. Donc on va enrichir également le vocabulaire des jeunes qui sont là. On va leur apprendre également tout ce qui est structure au niveau de la langue. Donc on peut supposer que c'est, on va dire, l'équivalent de ce que nous on va avoir comme étant notre grammaire actuelle, avec notamment en recopiant des extraits d'ouvrages de grammairiens. Donc ce qu'il faut comprendre, et c'est pas évident à comprendre, c'est qu'on va énormément insister sur le caractère mémorisation en fait des notions. On va insister sur le caractère de mémorisation, sur ce caractère de mémoire. Ça sera assez controversé, notamment dans les universités, mais on voit déjà que dans les petites écoles, dans les plus petits niveaux, déjà on essaie de faire travailler la mémoire, de travailler justement cette façon, on va dire, d'instruire, cette façon de mémoriser les choses par la copie, par l'entraînement, par ce genre de choses, où on peut se demander véritablement et on peut s'interroger si véritablement l'apprentissage de la langue et l'apprentissage, on va dire, des structures, on va dire, de la langue, des phrases, etc., était quand même correctement assimilé ou pas. Quant à l'aspect littéraire, parce que là c'est un aspect, on va dire, un peu plus religieux, un peu plus pratique, l'aspect littéraire, comme on pourrait l'entendre, l'apprentissage des auteurs, de la littérature, ce genre de choses, est extrêmement mise de côté, voire carrément pas du tout, on va dire, enseignée, jusqu'à la Renaissance carolingienne, entreprise par Charlemagne, car Charlemagne va vouloir faire une renaissance un peu littéraire, mais aussi par ses successeurs. Avant cela, les connaissances, on va dire, des classiques de la littérature est connue qu'à travers des traités de grammairiens. Donc on peut supposer que ce sont des traités, des critiques ou des commentaires de textes, mais le texte à proprement parler, on ne le connaît pas véritablement. Ça peut être des interprétations, ça peut être des commentaires de texte, ça peut être tout ce genre de choses. On peut se demander justement si ce n'était pas ça. L'enseignement ce qu'on peut appeler nous du secondaire et du supérieur va se faire, et ce qu'on peut qualifier du moins pour l'époque, va se faire, on va dire, par petits groupes, mais ça va être des petits groupes assez fermés puisque ce seront principalement les clercs qui vont y avoir accès. Donc on peut supposer que cet enseignement de base dont on vient on va dire de faire le plus
plus ou moins, on va dire, dont on vient de brosser le portrait. C'est un enseignement, on va dire, qui est dispensé à tous les enfants, mais pour certains enseignements, pour certaines notions, ça va plus être une catégorie, on va dire, de personnes qui vont y avoir accès et pas d'autres. Donc, on peut s'interroger, notamment par rapport à ces méthodes, s'il n'y a pas, on va dire, une forme de compétition également entre les élèves pour apprendre plus facilement à écrire, à compter ou ce genre de choses. On peut s'interroger véritablement sur ces techniques d'enseignement. Attention, je ne dis pas qu'il faut s'interroger avec nos yeux à nous, mais plutôt s'interroger sur la perception de ces techniques et notamment la perception, on va dire, de comment les contemporains déjà pouvaient l'appréhender et le voir. On va voir juste après qu'avec l'époque carolingienne, certaines choses vont un peu changer, mais pas non plus trop changer non plus. La période carolingienne est une période qui est marquée par une forme de renaissance de l'éducation, mais aussi de la pédagogie au niveau de l'enseignement. C'est notamment sous les règnes de Charlemagne, mais aussi de ses successeurs, comme par exemple Charles le Chauve, que cela notamment va se produire. En effet, sous le règne de Charlemagne, on peut constater une forme d'unité du monde chrétien, mais aussi une mise en œuvre de l'éducation prônée par l'Église. Cela passe notamment, par exemple, par l'ouverture d'écoles, donc écoles monastiques, épiscopales, ce que vous voulez, mais aussi par la modification de certains programmes scolaires, à mettre entre guillemets, bien entendu, déjà existants. On assiste alors à un renouveau des études littéraires, notamment à la cour de Charlemagne, donc cette fameuse cour, qui devient comme une espèce de centre culturel international. La littérature antique est maintenue, mais on va l'enrichir avec une littérature beaucoup plus contemporaine, bien entendu. Et cette littérature antique est d'autant plus maintenue, notamment depuis le début de la période médiévale. À partir du 7e siècle, on constate des échanges intellectuels, mais des échanges intellectuels avec des savants venus de l'extérieur. Ces échanges vont faire qu'il va y avoir différents foyers intellectuels, différents foyers culturels qui vont se créer. Les écoles monastiques et les écoles épiscopales sont déjà présentes, déjà à cette époque-là, comme on l'a vu, et elles s'ouvrent petit à petit à ces études littéraires. Donc, études littéraires, comprenez bien, études de la littérature qui va se faire au niveau contemporain, mais aussi la littérature antique. La littérature antique a encore de beaux jours devant elle à cette époque-là, car comme je vous l'ai expliqué, l'héritage antique, quand même si on a tendance à vouloir s'en détacher, il sera quand même toujours extrêmement présent, car on en discute, on en débat, on l'étudie en fait sous divers points de vue, sous divers angles. Durant son règne, Charlemagne s'efforce et renforce surtout les échanges culturels, notamment en réunissant autour de lui des intellectuels venant de plusieurs pays. Parmi ces intellectuels, on peut citer Alcuin, qui est un maître d'école d'York, donc un anglo-saxon, mais également l'historien Paul le Diacre, on peut citer par exemple ces deux-là, mais il y en aura bien d'autres. C'est également sous le règne de Charlemagne que l'on va voir se construire ce qu'on va appeler l'école du palais. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de l'école du palais en première partie, c'est parce que c'est un cas très particulier et en vrai l'école du palais n'est pas forcément une structure qui va être une structure accessible à tout le monde, au sens où on va la retrouver dans toute la France. C'est vraiment quelque chose de très localisé et c'est un cas qui est relativement particulier et c'est notamment ce qui s'en dégage au fil des lectures qu'on pourrait des historiens que l'on peut faire. Donc cette fameuse école du palais est ce que l'on peut considérer comme un établissement primaire. Alors c'est selon les historiens parce que on va voir qu'il va y avoir une espèce d'évolution au niveau de l'enseignement, mais dans un premier temps elle est vue comme un établissement primaire. Et mettez le mot primaire toujours un peu entre guillemets. Dans cet établissement, on constate l'admission des fils des serfs, mais également des seigneurs. Donc on mélange toutes les catégories de personnes, que tout le monde soit au même niveau. Cet établissement peut être vu comme une forme d'académie un peu ambulante, au sens où elle n'est pas forcément fixe. Je rappelle que la cour royale à la base n'est pas une cour fixe, c'est une cour qui est itinérante. Donc on peut supposer que cette fameuse école du palais se déplace en même temps que les différents déplacements de Charlemagne et de tout son entourage. Les jeunes nobles ayant fréquenté au préalable une école épiscopale ou ayant bénéficié par la plus grande chance d'un précepteur peuvent fréquenter cette école du palais. Ces derniers y reçoivent une éducation un tout petit peu plus poussée, enfin une instruction
peu plus poussée. Cette éducation est enrichie par la fréquentation de maîtres prestigieux. On a cité deux préalablement, mais il y en a eu bien d'autres. Et cet enrichissement va faire que il va y avoir des pôles d'éducation qui vont se former. On va les voir juste après. Toutefois, si l'école du palais est vue par les historiens, comme nous l'avons vu avant, comme une espèce d'établissement primaire, elle est aussi considérée comme un établissement qu'on pourrait qualifier d'enseignement secondaire ou supérieur, car on y enseigne ce qu'on va qualifier des 7 arts libéraux. On va reparler des 7 arts libéraux quand on va aborder le cas des universités, mais sachez que dès l'époque carolingienne, donc dès l'époque du Haut Moyen-Âge, ces arts libéraux sont enseignés dans cette fameuse école du palais. Les 7 arts libéraux, on peut les diviser en deux. On va d'abord avoir le trivium, ou ce qu'on va appeler les arts philologiques et logiques, donc grammaire, rhétorique et dialectique, et le quadrivium, qui sont les arts des nombres. Ça va l'arithmétique, donc les maths si on préfère, la géométrie, l'astronomie et la musique. On peut se demander qu'est-ce que la musique peut faire là. En vrai, la musique, quand on regarde en fait des partitions de notes et tout ça, c'est un petit peu, on va dire, sur la logique des maths. Donc s'il y a des musiciens parmi vous, vous comprendrez peut-être pourquoi on peut les classer là-dedans. Le quadrivium, considéré comme un enseignement un peu sélectif, au sens où ça va être de très rares initiés qui vont y avoir accès. Donc autrement dit, les plus doués, entre guillemets, qui pourront y avoir accès. Donc c'est un enseignement qui est beaucoup plus poussé. Le trivium, le quadrivium est considéré comme un enseignement sélectif, au sens où ce sera de très rares initiés qui vont pouvoir y avoir accès à cet enseignement, et donc qui vont avoir la connaissance justement de ces fameux arts des nombres. Donc ça va être, c'est un enseignement où que tout le monde ne peut pas avoir. Le trivium, par contre, quant à lui, est enseigné dans les écoles épiscopales, donc dans ces fameuses écoles épiscopales qu'on a vues précédemment, et j'ai fait exprès de ne pas en parler car je voulais en parler justement dans cette partie. On va enseigner ces fameux ces fameux arts, on va dire, de la logique, et ça va être surtout centré sur la grammaire. Elle a un rôle central en fait dans cet enseignement. La grammaire est considérée comme une espèce d'instrument d'analyse de la langue. On l'a déjà vu préalablement, comme quoi la grammaire faisait partie justement de cet outil qui permet de comprendre la structure de la langue, de la chose. Et bien là, encore une fois, on va retrouver cette fameuse notion de structure, d'instrument de structure, d'analyse, donc probablement comment on va dire que se construit tel ou tel langage ou ce genre de choses. Les catégories grammaticales correspondent à une forme de logique. L'enseignement de la grammaire et des autres matières du trivium prévoit également l'apprentissage des techniques de la lectio, de la lecture des textes et aux commentaires de ces derniers. Les commentaires se retrouvent parfois en marge justement de ces fameux livres. La discussion ou la disputatio commence alors à être pratiquée. Cette méthode pédagogique lance également celle qu'on va retrouver bien plus tard dans les universités médiévales. À côté de cela, on peut dégager quelques données concernant les écoles urbaines, notamment, comme on l'a expliqué, les écoles épiscopales, dont on a parlé un peu plus haut. Dans la deuxième moitié du XIIe siècle, elles ont encore énormément de succès, malgré un contexte assez difficile. Le pape Alexandre III et les pères du Concile de la Croix fixent certaines conditions, notamment les conditions de l'attribution de la licentia docenti. Cette dernière est notamment conférée par l'évêque. Les élèves de ces écoles urbaines sont formés principalement au métier des clercs. On y enseigne notamment le latin, le chant pour les offices, mais également une initiation aux écritures saintes. Les plus doués d'entre eux ont ensuite accès à ce qu'on va appeler comme les arts libéraux, notamment dans ce qu'on va voir, et on le verra juste après, à la faculté des arts. La création des universités médiévales est issue de plusieurs facteurs. Certaines sont la création d'individus et d'autres d'institutions. Dans certains cas, elles sont vues comme une forme de continuité des écoles épiscopales ou même des écoles monastiques. Au Moyen-Âge, si les 11e et 13e siècles sont les périodes que l'on retient le plus concernant la création des universités, on peut souligner leur présence dès le Haut Moyen-Âge, ou du moins d'une idée de l'université dès cette époque-là. En effet, la
la création des universités, dans un contexte bien particulier, commence un petit peu à émerger, ou du moins l'idée, ce qu'on pourrait voir comme étant les universités, commence un peu à émerger bien après la mort de Charlemagne. Cette époque se démarque par plusieurs facteurs, par plusieurs choses, notamment une forme de stagnation d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue aussi du développement des institutions, notamment les institutions scolaires de façon générale et principalement. Et à partir du XIe siècle, on constate une forme de réorganisation de l'ordre qui permet une forme d'unification, tant notamment au niveau de la chrétienté, ou du moins une unification spirituelle au niveau de la chrétienté, mais également à partir de cette période, c'est-à-dire du XIe et aussi du XIIe, il y a d'autres changements que l'on peut souligner, notamment l'affirmation de la monarchie capétienne qui commence de plus en plus à se faire sentir, mais aussi l'affirmation de Paris comme un centre culturel de façon, on va dire, générale. Le Haut Moyen-Âge, donc la période bien avant le XIe siècle, est aussi une période où on voit également une forme de renforcement du monopole du clergé sur tout ce qui touche à l'enseignement, puisque ce sont les clercs qui enseignent justement la plupart du temps dans les écoles. Je vous renvoie à l'épisode que j'avais déjà fait sur l'enseignement au Moyen-Âge, comme ça vous pourrez connaître un peu tout ce qui tourne autour de l'enseignement. Vous avez une partie sur l'université, mais que je n'ai pas développé plus que ça parce que je comptais faire un épisode entier là-dessus. Donc le monopole justement de l'enseignement est détenu par le clergé, du moins le haut clergé. L'administration scolaire est également détenue par l'évêque, du moins par les évêques la plupart du temps, mais également un facteur qui rentre en ligne de compte et qui commence petit à petit à se développer, notamment dans les périodes du Moyen-Âge, c'est-à-dire l'expansion des villes et une espèce de vie urbaine qui commence de plus en plus à prendre le bout de son nez et qui favorise le développement et l'intensification justement des échanges intellectuels entre les villes, entre les grosses villes, les gros pôles culturels justement de cette époque-là. Et c'est dans ce contexte un petit peu de réaffirmation de certaines institutions, d'espèces d'expansion des villes, de tout ce genre de choses, que justement c'est dans ce contexte qu'au XIIe siècle, mais surtout au début du XIIIe siècle, on va commencer à voir poindre les premières corporations d'enseignants et d'étudiants qui forment les premières universités à cette époque-là. Les maîtres ou les enseignants sont d'abord appelés les universitas magistorum et scholarum, et ils exercent une influence sur leurs élèves en leur enseignant justement un savoir, mais également ils les encadrent dans certains cas. Tout ce qui touche à l'enseignement, on le verra dans la partie après, et on verra également comment la vie étudiante s'organisait à cette époque-là, du moins comment les étudiants pouvaient être à ce moment-là. Par ailleurs, il faut également souligner que les universités sont issues la plupart du temps des écoles épiscopales ou des écoles monastiques, comme je vous l'ai précisé précédemment. C'est une forme de continuité des écoles qui étaient déjà présentes. En effet, le grand nombre d'élèves et d'enseignants, ainsi que la rivalité, les oppositions qu'ils peuvent avoir soit avec les autorités civiles ou les autorités épiscopales, entraînent également une espèce de réorganisation des écoles, ou du moins de l'idée qu'on se fait de l'école à ce moment-là. Et la papauté, dans ce cadre-là, un peu de bazar un peu général au niveau de l'enseignement, va porter un intérêt bien particulier, surtout au niveau de la formation des clercs, puisque il va y avoir une espèce de débat entre est-ce qu'il faut enseigner les auteurs païens justement à ceux qui vont être formés pour être des clercs, ou justement est-ce qu'il faut se centrer sur l'enseignement de la Bible. Il va y avoir un peu tout un espèce de débat qu'il y a justement autour de cette question. Donc la papauté va s'intéresser d'une certaine manière aussi au contenu de l'enseignement dans la formation des clercs, et cette dernière va également encourager la formation des universités dans certains cas, notamment dans la lutte d'hérésie, comme on verra juste après. Le terme université vient du terme universitas, qui ne désigne non pas à ce moment-là une espèce d'école, mais plutôt une association, puisque à ce moment-là, le terme université va plutôt concerner une association entre les étudiants et les enseignants ou les maîtres. Ce n'est qu'en 1261 que le terme universitas est utilisé pour désigner les universités telles qu'on les connaît à cette époque-là. Par ailleurs, l'épanouissement de ces dernières permet aux plus grandes d'entre elles de se diviser en facultés et ainsi de multiplier les enseignements qu'elles peuvent donner à ce moment-là. C'est le cas par exemple pour Paris qu'on verra juste après. Toutefois, il faut tout de même distinguer les studia generalia et les universités qui sont un peu deux choses différentes. Les studia generalia ou studium generalis sont des écoles d'enseignement supérieur mais qui ne sont pas des universités. C'est un peu des institutions à part. Elles donnent des titres dans un enseignement bien particulier dans la plupart des domaines, valables partout, mais ces titres sont accordés avec l'accord des pouvoirs civils et ou de la papauté. C'est ce qu'on va appeler les privilegium tudii. Certaines écoles épiscopales ou municipales, donc quand même sous la houlette d'un clerc,
donne ces titres en mettant en avant un usage bien prolongé, du moins un usage qu'elles font depuis un certain moment de délivrer ces titres, et elles parviennent justement à maintenir cela, ou elles se le font reconnaître par le biais des autorités pontificales. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre avec les Studia Generalia, c'est que ce sont des institutions qui sont des institutions d'enseignement supérieur. Elles donnent des titres qui sont valables auprès des autorités civiles ou de la papauté ou autre chose, et ces dernières ont pu, du moins certaines d'entre elles, surtout les écoles épiscopales, ont pu se faire reconnaître justement la délivrance de ces titres, ou du moins ont pu l'obtenir de façon beaucoup plus facile, ou se le faire reconnaître, soit en mettant en avant que oui, nous les donnons depuis un sacré moment, ce serait bien de le reconnaître, ou bien en se le faisant reconnaître par la papauté. Donc on peut supposer qu'au tout début c'était les autorités civiles ou les autorités, on va dire, locales qui les reconnaissaient. Comme expliqué précédemment, les universités ne sont pas des écoles comme il existe à ce moment-là, à cette époque, mais un regroupement d'enseignants et d'étudiants, et elles sont soumises à un droit qui est bien particulier puisqu'elles ne dépendent pas du droit commun. Les universités à ce moment-là sont des entités qui ont leur propre justice. En fait, elles sont indépendantes, mais les premiers temps ce n'est vraiment pas le cas, mais à la fin elles le sont quand même. Je vais vous expliquer là de suite. Les universités première génération manifestent une forme de soif d'indépendance par rapport notamment aux autorités épiscopales, puisque je viens de vous expliquer que les autorités épiscopales, du moins les premières universités, étaient issues des écoles épiscopales, monastiques, etc. Donc elles sont dirigées par des clercs. Donc les premières universités de la première génération, comme Bologne en Italie ou bien Paris, bon, je vais parler de Bologne un petit peu parce que c'est la toute première, mais ce n'est pas français, on est d'accord, mais c'est important d'en parler quand même, ne serait-ce que pour avoir la connaissance justement de cette université. Ces premières universités se sont constituées en fait autour d'une forme de réaction vis-à-vis des autorités ecclésiastiques, dans des autorités locales, qui justement gouvernaient ces fameuses universités, du moins ces fameuses écoles, par le biais justement de fonctionnaires détournés, enfin du moins de fonctionnaires qui étaient rattachés aux autorités ecclésiastiques, à savoir des écolâtres ou des chanceliers, et ceci ne plaisait pas beaucoup aux enseignants de ces premières universités qui voulaient justement une forme d'indépendance vis-à-vis de ça, et de pas non plus être soumises aux caprices des évêques ou des chanceliers du coin, mais également au niveau des autorités laïques, en ayant recours à un système de grève et en mettant en avant aussi une forme d'exception juridique et intellectuelle. Donc ce qu'il faut comprendre dans ce bazar, c'est que les premières universités étaient, comme elles étaient la continuité d'écoles épiscopales, monastiques, etc., comme elles étaient la continuité des écoles, elles étaient dirigées comme ces écoles-là. Elles n'étaient pas considérées comme une entité à part entière, elles n'étaient pas considérées comme des institutions scolaires à part entière. Donc ce qui s'est passé, d'un côté on a dit on ne veut plus des écolâtres et des chanceliers pour nous gouverner, donc déjà les fonctionnaires rattachés à les pouvoirs ecclésiastiques, vous dégagez, et au pouvoir laïque on va avoir recours à des grèves. Donc on peut s'imaginer que les enseignants et surtout les étudiants faisaient des grèves régulières, et également on fait totalement comprendre que non, on ne veut pas non plus des autorités laïques, on veut être neutre entre guillemets, on veut pouvoir se gouverner nous-mêmes, et justement on montre qu'on est une entité à part et qu'on ne veut pas être soumis ni à l'un ni à l'autre. Donc on peut dire que les premières universités étaient un peu dans une forme d'insoumission au niveau des autorités, qu'elles soient laïques ou ecclésiastiques, et qu'elles voulaient revendiquer une forme d'indépendance, mais surtout leur espèce un peu de particularité. Et comment cela va se passer par rapport à cette indépendance, puisqu'elles veulent justement une forme de reconnaissance de leur statut, une reconnaissance de cette indépendance? Cela va passer par l'obtention de statuts, et ces statuts, qui va leur donner ces statuts? Ça va être la papauté. Alors oui, on va me dire, ils veulent passer des autorités ecclésiastiques locales du coin à la papauté. La papauté va juste avoir un œil sur la formation des clercs, et puis après, voilà, et la papauté va juste encourager la formation des universités, va juste avoir un œil sur la formation des clercs, mais la papauté va leur confier, va leur donner un statut bien particulier qui vont faire qu'elles vont s'affranchir justement de ces espèces d'autorités, à la fois des autorités laïques et ecclésiastiques, qu'elles vont avoir une espèce d'autonomie, une espèce de tranquillité. La papauté va juste leur accorder ça, elle va leur accorder une reconnaissance justement de ce caractère bien particulier. La papauté va juste faire ça. En 1231, la bulle Pares Scientorum accorde les privilèges et les statuts aux universités. Donc il y a une bulle qui est faite, donc une bulle c'est un texte de loi qui émane du pape. Cette bulle va permettre justement d'accorder des privilèges et un statut bien particulier aux universités. Donc l'indépendance des universités va passer par là, bien entendu. Donc on voit très bien que l'indépendance des universités justement va se faire à partir de ce moment-là, et on voit très bien que déjà les universités par rapport à leur, on va dire, à leurs collègues qui sont des écoles,
écoles montrent que ce n'est pas la même chose. Dans les écoles, qu'elles soient ecclésiastiques, municipales, etc., on va apprendre le strict minimum aux élèves, à savoir lire, écrire et compter. On va leur apprendre tout un tas d'autres choses. Mais l'université a la particularité dès cette époque de former à des domaines bien particuliers comme le droit, la théologie ou ce genre de choses. Et justement, ce caractère bien particulier de l'enseignement du trivium et du quadrivium, qu'on verra juste après dans la partie suivante, fait que au bout d'un certain moment, les têtes de proue des universités ont tout aussi bien dit, on ne veut pas être soumis à ça, on n'a pas les mêmes statuts, on n'a pas les mêmes approches, on n'a pas les mêmes priorités pour former nos étudiants, donc on ne doit pas être soumis aux mêmes règles justement que ces écoles. Si le boom de la création des universités a lieu durant la période du 12e, 13e siècle, comme je viens de vous l'expliquer, ou du moins on peut déborder aussi un peu sur le 11e, la plus ancienne des universités et la toute première du nom, du moins de celle qu'on retient le plus, est non pas française mais italienne. Et je vous donne un mille, c'est l'université de Bologne. En effet, cette dernière est fondée, alors la date la plus retenue c'est 1088, on retient cette date un peu par commodité, et elle est appelée la mère nourricière des études, ou du moins si vous retrouvez le terme exact dans les sources, c'est la Alma Mater Studiorum, et cette structure se concentre essentiellement sur les droits, du moins sur le droit canon, le droit en général, et les questions autour de ce sujet. Donc c'est une université de droit qui est créée principalement, et en effet justement, puisque c'est une université qui va se concentrer sur les questions du droit, certains maîtres du trivium, tout ce qui est autour du trivium et du quadrivium, on le verra dans la partie après, entreprennent de commenter le droit justinien que à l'époque on aurait retrouvé un petit peu de façon mystérieuse et un peu par hasard. Donc la création de l'université de Bologne à cette époque-là est due à la redécouverte du droit justinien. On va pas faire un cours sur justement Justinien qui il était, je vous invite à vous renseigner justement sur lui. C'était un empereur byzantin de base. Globalement, la construction de l'université de Bologne s'est faite à partir justement de cette redécouverte du droit justinien et que les spécialistes veulent pouvoir décortiquer, apporter des regards neufs, etc., etc. À ce moment-là, le droit romain fait l'objet de commentaires privés essentiellement, notamment des maîtres sur la question du droit, qui la transmettent ensuite à leurs étudiants et qui forment ensuite une université. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Et le droit civil, ce droit civil là à ce moment-là, est alors commenté, interprété, donc le droit justinien est alors commenté et interprété, enfin du moins on le commente, on essaie d'émettre des hypothèses, on fait beaucoup de choses. Et le cas du droit justinien justement va encourager cette analyse, mais on va analyser justement ces questions de droit non pas avec un regard justement de cette époque-là, mais avec l'époque justement de cette redécouverte, donc aux alentours des 1088. Donc l'université de Bologne s'est faite, du moins l'idée de l'université de Bologne s'est créée justement avec la redécouverte du droit justinien et avec tout ce que ça va impliquer autour, c'est-à-dire justement la transmission du droit, mais également le fait de vouloir commenter, interpréter, peut-être l'analyser également. Donc l'université de Bologne s'est créée en partie autour de cette question-là. Au 12e, 13e siècle, en France cette fois-ci, les universités qui se sont créées sont principalement en lien avec la formation ecclésiastique, du moins dans un premier temps. C'est notamment le cas avec l'université de Toulouse en 1229, donc l'université de Toulouse est une des premières, mais il y a eu Paris avant elle, on en parlera juste après. Et en effet, cette université est d'abord fondée à la demande du pape afin de lutter contre l'hérésie albigeoise, ou si vous préférez l'hérésie cathare, pour vous expliquer exactement. Donc l'université de Toulouse ne s'est pas faite, à la différence par exemple de Bologne, ne s'est pas faite à l'initiative de personnes d'un regroupement au sens strict d'enseignants ou de maîtres et d'étudiants. Là, c'est carrément le pape qui demande à ce que cette université soit créée et dans un but bien précis. En effet, le contexte de l'hérésie albigeoise, ou du moins l'hérésie cathare, avec tous les préceptes bien entendu qu'on connaît autour du catharisme, notamment leur remise en question des préceptes de l'église, autour de la pauvreté, ce genre de choses, entraîne également une autre création parallèle en plus de l'université de Toulouse, mais qui va quand même rentrer en ligne de compte, c'est la création de ce qu'on va appeler les ordres mendiants, qui sont composés de catégories, si vous préférez. On a tout d'abord les ordres majeurs avec les dominicains, qu'on connaît tous, Thomas d'Aquin et tout ça, et les ordres mineurs qu'on va appeler les franciscains avec Saint François d'Assise. Bref, tout ce batacaïa-cela est créé en parallèle de l'université de Toulouse. Dans le cadre de l'enseignement, où certains d'entre eux sont amenés à exercer la fonction d'enseignant, de professeur, de maître, comme on le souhaite, ces derniers ne suivent pas forcément l'étude des arts libéraux, ce qu'on va appeler les arts libéraux, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique, ce genre de choses, l'arithmétique. Eux, ils ont totalement un autre programme. Mais malgré qu'ils ne suivent pas cette
cet enseignement des arts libéraux dans les universités, la studia, qu'on va appeler la studia des mendiants, est quand même un enseignement bien organisé sur certains sujets, notamment dans la lutte contre l'hérésie cathare. Elle est toutefois, même si elle ne suit pas les arts libéraux, elle reste quand même très organisée. Alors j'ai pas réussi à trouver des renseignements justement sur la composition justement de ces programmes-là. Bon, on peut supposer que c'était en lien justement avec les idées des ordres mendiants de cette époque. Parmi les professeurs ou les maîtres les plus en vogue et les prestigieux justement qui ont exercé dans les universités, parce que manque à Toulouse, on peut citer saint Thomas d'Aquin qui a enseigné notamment à l'université de Paris. Alors l'université de Toulouse a été créée pour lutter contre l'hérésie albigeoise sur place, parce que c'était une hérésie d'abord qui était dans le sud de la France principalement, mais par effet également de vouloir lutter sur l'ensemble du territoire français, on a fait en sorte que de territoire français, d'autres membres des ordres mendiants ont enseigné dans d'autres universités. Et parmi eux, on a saint Thomas d'Aquin qui a enseigné à Paris. Paris avait une fac de théologie à ce moment-là. Le dominicain enseigne pendant deux périodes bien distinctes, de 1252 à 1259 et de 1268 à 1272, donc pendant deux périodes différentes. Avec saint Thomas d'Aquin et Alexandre de Alès, bon nombre d'étudiants vont se presser au portillon justement pour bénéficier de l'enseignement de ces grandes figures, du moins de leur renseignement en tant que maître, en tant que membre de l'ordre mendiant et des ordres mendiants, et justement pouvoir profiter aussi d'obtenir des clés pour lutter contre l'hérésie cathare ou toute autre hérésie d'ailleurs. Dans les œuvres qu'on peut citer de saint Thomas d'Aquin justement, qui datent un peu de ces époques-là, on peut citer par exemple les sommes qui sont un ensemble. Alors il y a plusieurs sommes, pour avoir regardé la liste des œuvres, il y a plusieurs types de sommes. Alors on peut considérer que c'est un ensemble un peu d'œuvres que saint Thomas d'Aquin a écrit, et dans ces sommes on assiste un peu comme une forme de confrontation entre la foi catholique et la philosophie, du moins de la philosophie aristotélicienne, donc de la philosophie d'Aristote. Toutefois, il faut quand même souligner que même si saint Thomas d'Aquin a de bonnes réflexions, de bonnes intentions, il n'empêche que en 1277, certaines thèses justement soulignées dans les sommes ont été condamnées justement car c'était une forme de confrontation entre la foi catholique et la raison, ce qu'on va appeler la raison, et c'était pas forcément très bien vu, très bien considéré à ce moment-là. Cela a pour conséquence en fait une espèce de crise des consciences dans l'université de Paris, que certaines théories, certaines thèses ont été condamnées, donc on peut littéralement se poser la question. Mais toutefois, malgré le côté très attractif de ces maîtres, très attractif en fait d'un point de vue de l'enseignement, ces derniers se sentent complètement en fait détachés de tout ce qui a trait autour justement du milieu des universités. Et de plus, leur présence n'est pas forcément toujours très bien accueillie, ils ne sont pas forcément toujours bien perçus, et on va dire ils s'accrochent, du moins ils suscitent de très fortes réactions chez les maîtres séculiers de ces époques-là. Donc les maîtres séculiers sont ceux qui enseignent justement, on va dire c'est dans le siècle en fait, c'est ceux qui enseignent sur le terrain, qui ne sont pas soumis à des règles. Avec les conflits, comme je vous dis, que suscite la présence de ces membres des ordres mendiants, comme je vous l'ai expliqué, ils sont totalement étrangers aux problèmes des universités, ils sont totalement étrangers, ne serait-ce que même au monde universitaire, puisqu'on peut constater notamment un refus justement des grèves, donc des grèves en réaction aux autorités laïques, comme on avait vu précédemment, mais également ils refusent de se soumettre au statut des universités, ces statuts pourtant qui ont été accordés par le pape, eux ne veulent pas s'y soumettre, donc il y a une espèce de forme de déconnexion de la part de ces ordres vis-à-vis en fait du monde universitaire, de leur fonctionnement. Ok, ils sont là pour enseigner aux étudiants leurs préceptes justement venant de leur ordre, ils sont là pour justement transmettre un savoir, mais après ils se sentent pas du tout concernés par tout ce qui les entoure à ce niveau-là, et c'est ce qui fait que entre eux et les maîtres séculiers, il n'y a pas forcément, on va dire, une grande entente, ou du moins il n'y a pas forcément, c'est pas le grand amour si vous préférez. Malgré tout, le fait que les tensions qui peuvent susciter dans les universités, que ce soit à Paris ou même ailleurs, les ordres mendiants bénéficient quand même d'un sacré soutien, puisqu'ils bénéficient du soutien des rois et des papautés, dont ils ont été pour certains les maîtres, dont ils ont été les enseignants. Donc on voit que les autres peuvent crier tant qu'ils veulent sur les membres des ordres mendiants, ça change rien, ils sont quand même très fortement protégés par on va dire les têtes de proue, à savoir le roi et la papauté. Si toutefois les membres des ordres mendiants sont très peu présents, ils sont présents mais sans plus au XIIe, XIIIe siècle dans les universités, ce n'est pas le cas en fait à partir du XIVe siècle, donc c'est-à-dire les années 1300, puisque les clercs des facultés de théologie qui enseignent aux étudiants à ce moment-là sont la plupart du temps issus justement des ordres mendiants, et ils leur enseignent justement leur enseignement, leurs préceptes. Donc d'un ordre dont peu de membres ont été présents, si on doit résumer ça, au moment justement de la création des plus grandes universités que l'on connaissait, et les universités à ces époques-là n'étaient pas très nombreuses, tournaient autour de la vingtaine, au 12e, 13e, ça tournait autour de 20 et pas plus. Il y en a après, il va y avoir bien sûr d'autres universités qui vont se créer
créée. Et à la fin du Moyen-Âge, on va en créer à peu près un peu plus de 70, à peu près une cinquantaine, voire 70. Mais à ce moment-là, au moment du 12e, 13e, elles sont pas loin, elles sont d'une vingtaine, pas plus, pas moins. Et deux frères, on va dire, ont toléré la présence, ou du moins dominicains et les franciscains ont toléré leur présence dans les universités. On les tolérait parce que voilà, c'était de bons enseignants. Certains attiraient énormément d'étudiants au sein des universités, mais voilà, c'était sans plus. Au 14e siècle, les clercs qui enseignent justement dans les facultés de théologie sont issus des ordres mendiants. Donc les ordres mendiants, d'un ordre dont on se méfie un petit peu localement, ou du moins dont on se demande qu'est-ce qu'ils nous veulent. À partir du 14e siècle, donc bien après l'hérésie cathare soit terminée, ces derniers vont continuer à être présents dans l'université, mais par le biais de leurs élèves, par le biais de leur enseignement, ce genre de choses. Donc on voit très bien que les ordres mendiants ont quand même eu une espèce d'influence justement dans les universités. Si on se penche sur le cas de l'université de Paris, puisqu'on est quand même en France, l'université de Paris est l'une des universités les plus prisées de son époque. Elle est issue d'une école épiscopale et elle obtient d'abord dans un premier temps du roi Philippe Auguste en 1200 une charte et en 1215 une bulle pontificale, une bulle papale qui lui accorde des droits et des privilèges ainsi qu'une espèce de forme de reconnaissance, du moins les droits de conférer des grades de bachelier, de licencié, de docteur à des étudiants. Donc la création de l'université de Paris, c'est surtout 1200 puisqu'elle va obtenir des droits, des privilèges, la possibilité d'accorder des diplômes, la possibilité de beaucoup de choses. Donc l'université de Paris commence à s'affirmer dès ce moment-là et d'autant plus que Paris devient un centre culturel, devient un petit peu une espèce d'attraction. L'université de Paris va encore plus attirer de monde à son sein puisque on va le voir, l'université de Paris va attirer énormément d'étudiants par la multiplication de ses enseignements. L'université de Paris se caractérise, comme je vous le dis, par d'abord sa faculté des arts qui attire de nombreux étudiants et aussi par le grand nombre de ses spécialisations puisqu'on va retrouver de la théologie, droit ou ce genre de choses. Elle fait partie de ces rares universités qui se sont permises d'avoir plusieurs cordes à son arc. Toutefois, les facultés de théologie, de droit canon et de médecine sont quand même les moins fréquentées que celles des arts. Alors les arts libéraux, les arts notamment, on en parlera juste après, ce qui est autour du trivium, du quadrivium, à savoir qui est autour de la grammaire, de la rhétorique, ce genre de choses. C'est ça qui va attirer le plus d'étudiants que le reste, puisqu'il y a déjà des facs de droit, de théologie ailleurs en France, mais les facs de théologie à Paris, même si, comme on l'a vu, il y a des enseignants prestigieux, il n'empêche que ça reste relativement timide. Dans ce cadre, on peut dire que l'université de Paris fait partie un peu des institutions qui enseignent au plus grand nombre, qui enseignent le plus de disciplines comme on peut en trouver ailleurs en France. Les étudiants sont alors répartis en facultés et en 4 nations. On a français, garde, normand et anglais. Il y a des étudiants étrangers à Paris, ça n'a rien d'étonnant. Les facultés de médecine, de théologie et de droit, donc droit canon si vous préférez, sont dirigées par un doyen, donc il y a quelqu'un qui dirige à la tête de ces universités. À côté de Paris, donc parce que Paris a quand même un caractère assez particulier puisqu'elle cumule plusieurs casquettes, plusieurs types d'étudiants, donc c'est une université qui a un statut assez particulier, nous l'avons vu, mais c'est une université qu'on pourrait presque qualifier d'originale puisqu'elle n'a pas qu'une seule corde à son arc. Et à côté de ces universités, certaines ne vont spécialiser que dans un seul domaine. Par exemple, en 1283, ça va être Montpellier qui va se spécialiser en médecine, Orléans, ça va être le droit, Toulouse, on l'a vu, ça va être la théologie. Donc Paris fait un peu cette espèce d'effet un peu, je veux dire, cosmopolite, attracte dans ce cadre-là. Et l'organisation, si on veut parler un peu d'organisation pour faire une transition avec la partie après, l'organisation de ces universités, pour certaines, se fait assez lentement, puisqu'il faut quand même du temps pour se constituer, alors que certaines vont ne pas durer très longtemps, comme c'est le cas par exemple à Angers, à Plaisance ou bien à Vercueil. Ça va être des universités qui vont pas forcément survivre. Donc ce qu'il faut comprendre un peu dans tout ce que je viens de vous expliquer, qui a l'air très compliqué et très fouillé au préalable, c'est que l'idée d'université n'émerge pas de nulle part. C'est avant tout un regroupement d'enseignants, de maîtres, parce que vous retrouvez le mot maître la plupart du temps dans les sources vis-à-vis de ça, de maîtres et d'étudiants dans un domaine bien précis ou dans le cas de Paris dans plusieurs domaines. Ces derniers veulent une forme d'indépendance vis-à-vis dans un premier temps des autorités locales, alors ecclésiastiques ou laïques, peu importe, montrant que ce sont des institutions qui ont un caractère original et qui ont un caractère presque qui veut se démarquer justement du système scolaire que l'on connaît à ces époques-là, car oui, ils forment à des savoirs qui sont en dehors du lire, écrire et compter et tout le reste. Ce sont également des endroits où il va y avoir une espèce de vie à part. L'université va avoir des statuts, va avoir des privilèges, va pouvoir discerner des diplômes, mais dans ces statuts et ces privilèges, il va y avoir quoi? La possibilité presque de vivre un peu en autonomie d'une certaine manière, puisqu'ils vont avoir justement une justice qui est propre, ils vont avoir tout un tas de systèmes qui fait que on pourrait presque dire que c'est une ville dans la ville. Alors je dis ça avec un maître
mettre des très très gros guillemets, mais globalement c'est à peu près ça. Ce sont également des structures d'enseignement avant toute chose. Ce sont des structures qui aussi ont un caractère attractif pour des étudiants venant de l'extérieur de la France, mais également pour des étudiants de l'intérieur, mais avec une particularité, puisqu'à certains moments, on va avoir des enseignants bien précis qui vont transmettre leur savoir à des étudiants, qui vont vouloir faire d'eux justement des intellectuels autour de l'enseignement, soit d'un sujet bien précis comme le droit, la médecine, la théologie. Ce sont également des structures qui sont protégées malgré une forme de volonté d'indépendance. Le pape les protège. Le pape leur accorde les premiers balbutiements de leur autonomie. Nous l'avons bien vu. La seule chose que le pape surveille, c'est la formation des clercs. Le reste, ça ne le concerne pas. Si on doit faire un peu le résumé, le bilan de tout ça, c'est d'abord un regroupement d'enseignants et d'élèves autour d'une question bien précise ou d'un sujet bien précis, comme le droit, la médecine, etc., qui a voulu s'affranchir dans un premier temps des autorités à la fois ecclésiastiques et laïques, voulant souligner une particularité au niveau de l'enseignement, une particularité actuelle, indépendance qui a pu se faire par le biais du pape, alors qu'il leur accorde des privilèges, droits, etc., mais qui en contrepartie, lui, a un œil sur la formation des clercs, la multiplication des universités sur différents sujets au travers la France et même ailleurs, droit, la médecine, la théologie, ce genre de choses, et aussi les arts libéraux, mais également une espèce d'influence du contexte extérieur sur les universités, par exemple l'hérésie cathare, avec par exemple au sein des enseignants Thomas d'Aquin et bien d'autres. Donc on voit très bien que les universités sont des pôles d'enseignement avant toute chose qui forment au savoir et des savants, forment au savoir leurs étudiants justement présents pour des métiers bien précis. Comme expliqué plus haut, un bon nombre d'universités se spécialisent dans une seule discipline, comme à Toulouse ou à Montpellier, tandis que d'autres ont choisi d'être pluridisciplinaires, comme l'Université de Paris. En effet, l'Université de Paris attire de nombreux étudiants, notamment la faculté des arts, à contrario à des facultés de théologie, des facultés de droit canon ou de médecine qui sont moins attractives pour les étudiants. Les facultés de droit, de médecine et de théologie sont dirigées par un doyen, alors que la faculté des arts est dirigée par un recteur qui régit la vie étudiante. Par ailleurs, les étudiants et les maîtres ou les professeurs sont répartis en 4 nations, française, picarde, normande et anglaise. Par ailleurs, les universités bénéficient également d'une grande autonomie. Cela leur permet de défendre leurs droits, notamment les étudiants, face aux autorités religieuses et temporelles. L'organisation de l'année scolaire, ou du moins de l'année universitaire, se divise en 2 semestres. Pour le premier semestre, cela va de la Saint-Rémy, c'est-à-dire du 1er octobre, jusqu'au Carême. Et le second semestre de la Pâque, jusqu'à la Saint-Pierre, c'est-à-dire jusqu'au 29 juin. Les examens ont lieu également à la fin de l'année scolaire, ou du moins à la fin de chaque trimestre. Dans les facultés des arts, on enseigne ce qu'on appelle les 7 arts libéraux qui composent le trivium et le quadrivium. Le trivium représente le premier cycle d'études. Il est composé de la grammaire, de la rhétorique et de la logique. Le quadrivium est composé quant à lui de l'arithmétique, de la musique, de la géométrie, de l'as et de l'astronomie. La philosophie est le palier ultime en fait de ces études-là, ce qui correspond à peu près au doctorat, des études universitaires. Depuis le haut Moyen-Âge, de nombreux auteurs ont écrit des traités et des textes sur le quadrivium, où ces derniers se penchent d'ailleurs sur l'une des matières en particulier. Du moins, ces auteurs vont se pencher soit sur une matière, soit sur une autre qui compose le quadrivium. Les auteurs latins et la culture antique sont mis en avant par les auteurs chrétiens, notamment, qui se passionnent pour les ouvrages, notamment de Marcianus Capella sur les 4 arts libéraux, donc les 4 arts libéraux qui composent le quadrivium, notamment dans son ouvrage Les Noces de Mercure et de la philologie. Cet ouvrage date du 5e siècle et il est considéré comme un espèce de manuel de formation intellectuelle pour l'homme, notamment pour l'humain antique. Au Moyen-Âge, l'ouvrage est lu et bon nombre le commentent. À côté de cet ouvrage justement, il y a également l'ouvrage de Cassiodore, d'un autre auteur, un ancien recteur. Cet ouvrage est un manuel sur les arts libéraux qui sont utilisés par les moines de Vivarium, donc un monastère qu'il a lui-même créé et dont il est le fondateur. Le livre 2 justement des Institutiones de Cassiodore est consacré
justement aux 4 arts libéraux que composent le quadrivium, mais ce dernier émet des hypothèses par rapport à l'arithmétique et à son origine par rapport aux autres arts libéraux, notamment au fait que l'arithmétique est à l'origine des autres arts qui composent le quadrivium. Toutefois, l'auteur met en garde contre l'astrologie, qu'il estime un petit peu fantaisiste et pas forcément très sérieux. À côté de Cassiodore, un de ses contemporains s'est également penché justement sur le quadrivium et peut être mis en avant. Les œuvres qu'il a écrites sont également très prisées à cette époque. Il s'agit de Boèze. En effet, Boèze a une grande influence sur la question du quadrivium au Moyen-Âge. Dans ses écrits, ce dernier met en avant l'arithmétique, comme son prédécesseur, mais il en fait plus une priorité que les autres matières. Toutefois, si on a des traces des travaux de Cassiodore, le traité de Boèze, dans sa version originale, sa version brute, a été perdu. Comme beaucoup de sources datant de cette époque, la conservation fait que on a du mal à les retrouver, voire on ne les retrouve pas du tout. Toutefois, il subsiste des traces justement de ces fameux traités, de ce fameux traité que l'on retrouve notamment au niveau de ce qui concerne par exemple la musique. Selon Bossuet, il y a 3 types de musique: la musique cosmique, la musique humaine et la musique instrumentale. Ces 3 genres de musique sont reprises par les théoriciens de l'art musica à l'époque carolingienne. Toutefois, même si on voit que l'apprentissage du quadrivium reste présente dans le cursus de l'enseignement dans certains monastères du Haut Moyen-Âge, il n'est pas forcément maintenu partout. Son maintien dans la culture littéraire, notamment littéraire classique, ne concerne qu'une petite portion de la population et notamment ce sera les couches les plus aisées, voire les aristocrates qui vont continuer justement à faire perdurer le quadrivium dans l'enseignement qui vont être donnés. Le reste du temps, le quadrivium sera un peu oublié, voire beaucoup mis de côté. Toutefois, malgré cela, les arts libéraux ne sont pas oubliés de façon générale pour autant, mais leur enseignement, comme je vous dis, est peu mis en avant. Le quadrivium, comme je vous dis, est un petit peu mis de côté, et le trivium, on peut supposer que c'était un peu la même chose, mais peut-être dans une moindre mesure. Dans son ouvrage Histoire, Grégoire de Tours, donc au niveau du 6e siècle après Jésus-Christ, fait allusion justement à Marcianus Capella. Il fournit à son tour une définition de ce qu'il considère comme étant le quadrivium, mais c'est une définition qui est assez originale par rapport justement à ce qu'on en connaît, et du moins dans cette définition, Grégoire de Tours donne plusieurs axes. Selon lui, la géométrie consiste à calculer les surfaces des terres et à mesurer les distances. L'astrologie est associée à l'astronomie, ou du moins est associée à tout ce qui est autour des astres ou autour des axes. Et quant à l'arithmétique, selon lui, elle représente tout ce qui est le calcul des divisions des nombres. Donc en fait, il fait une espèce de définition assez originale pour l'époque de ce qui pour lui représente justement les matières du quadrivium et ce qui peut être associé à ces matières et du moins leur enseignement, on va dire, de façon très nette et très concise. Par ailleurs, Grégoire de Tours rédige son traité de Cursus Stellarum, donc la course des étoiles, qui justement est une étude de ce que l'auteur considère comme étant les merveilles du monde et la place des étoiles, mais également aussi sa position contre l'astrologie. L'astrologie a un petit peu mauvaise presse chez certains auteurs par rapport à l'astronomie qui considère beaucoup plus sérieuse. L'astrologie déjà à ce moment-là a un peu mauvaise presse et est considérée un peu comme une pseudo-science pour l'époque, quelque chose dont il faut se méfier. Mais il faut savoir que l'enseignement antique justement par rapport au quadrivium, au trivium, même si les auteurs chrétiens l'utilisaient beaucoup, même si les auteurs chrétiens se sont pris de passion pour ça, il y a toujours eu une méfiance vis-à-vis de la culture antique parce qu'on considérait que c'était une culture païenne et une culture en fait qui n'était pas forcément très bonne dans l'enseignement de tout ce qui était autour des lectures, autour on va dire de l'enseignement de façon générale. À l'époque carolingienne, l'étude du quadrivium prend un nouveau tournant. Ce nouveau tournant intervient dans un contexte de refonte de l'école entrepris par Charlemagne. Alors je tiens à souligner que les écoles existaient déjà bien avant l'époque de Charlemagne, c'est juste qu'elles étaient différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais Charlemagne n'a pas inventé l'école comme chantait la chanson, je précise, c'est juste en fait que Charlemagne a entrepris ce qu'on appelle un peu la renaissance carolingienne, ou du moins il en est un des principaux piliers, ses successeurs vont suivre, mais sachez que Charlemagne n'a pas inventé l'école, il a juste en fait fait, comme je vous l'expliquais, comme je viens de le dire, une refonte de l'école. Il va tout simplement essayer de rénover le système scolaire justement présent à son époque. En effet, durant ce qu'on appelle la première renaissance carolingienne, l'empereur Charlemagne souhaite entreprendre des changements dans l'enseignement ecclésiastique, donc des écoles ecclésiastiques, mais également un rétablissement des écoles avec un programme relativement minime, c'est-à-dire lire, écrire et compter, mais aussi chanter. On apprenait
apprenait beaucoup à chanter pour tout ce qui était autour de la mémorisation, de la lecture, ce genre de choses. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la scriptoria, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler communément la nouvelle écriture, la caroline, contribue également beaucoup à ce renouveau intellectuel, puisque la caroline, du moins l'écriture caroline qu'on connaît, a été mise en place à partir de cette époque-là. Mais cette renaissance carolingienne se caractérise aussi beaucoup par ce qu'on appelle la restauration des études au service de la Bible. Donc tout ce que les jeunes écoliers vont apprendre à lire, écrire, écouter, ça va sur autrement dit, c'est-à-dire que tout ce qui va être autour de l'enseignement va être mis au service de la Bible, à savoir qu'on apprenait à lire avec des psautiers, avec la mémorisation, c'était un peu la même chose. Donc on va apprendre aux enfants à mémoriser énormément de passages de la Bible, et le fait de savoir lire, écrire et compter va être mis surtout, du moins la lecture, le chant principalement, vont être mis au service de l'apprentissage de la Bible essentiellement. À côté de cela, même si le quadrivium est maintenu dans certaines couches de la population, comme je vous l'expliquais, ou du moins de la société, il y a une véritable redécouverte à partir de cette époque-là, justement, de cet enseignement du quadrivium, mais également une accentuation autour de l'arithmétique et de l'astronomie. Donc les deux matières qui composent le quadrivium de façon générale. Ce renouveau du quadrivium bénéficie de certaines influences provenant de la cour principalement, notamment des influences orientales ou ce genre de choses, personnes lettrées également. Donc ces personnes-là vont contribuer à l'enrichissement du quadrivium, mais ça va être la cour papale également, mais aussi la cour des rois, il va y avoir les deux, provenant de la cour, que ce soit, comme je vous l'expliquais, de Charlemagne lui-même, de ses successeurs, voire même de pape. Et ces derniers vont produire également énormément d'écrits et d'ouvrages. Alors tout va dépendre bien sûr, mais ça va être beaucoup à cette époque-là. Et ces ouvrages vont concerner essentiellement, je viens de dire, l'arithmétique, l'astronomie, mais aussi la géométrie. Tout ce qui est autour en fait du calcul principalement. À la cour, si les princes, comme je vous dis, contribuent à l'enrichissement du quadrivium, il y a également tout ce qui est les personnes lettrées, donc les savants qui vont être présents également, qui vont se pencher sur la question du quadrivium et qui vont encourager la mise en pratique de l'enseignement du quadrivium, notamment arithmétique, géométrie, tout ça, dans des sciences appliquées, dans des métiers en particulier. Et par exemple, cela va se retrouver au niveau de l'architecture. Les calculs en fait au millimètre près par rapport aux monuments, ce genre de choses. Ce renouveau entrepris par Pépin et par Charlemagne, donc les Pépinides concrètement, les Carolingiens, ne concerne pas seulement l'arithmétique et l'astronomie, ça va concerner également la musique. La musique va être également mise en avant puisque la musique fait également partie du quadrivium. Durant la seconde renaissance carolingienne, sous le règne de Charles le Chauve, pas comprendre le sobriquet, le quadrivium fait l'objet de nombreux traités théoriques, énormément. Donc la mise en pratique, ce sera pour après. Si la période du règne de Charlemagne et de ses successeurs a été une période de redécouverte et d'enrichissement autour du quadrivium, c'est-à-dire qu'on va redécouvrir cet enseignement antique à partir de ce moment-là, la renaissance carolingienne va comme je vous dis, se traduire par un contexte bien particulier, puisque ça va être énormément un contexte de changement. Ça va être un contexte de changement qui va arriver vers la fin du Haut Moyen-Âge et début du Moyen-Âge quasiment. Donc ça va être une période assez charnière pour l'époque. Mais toutefois, si il y a une redécouverte et un enrichissement du quadrivium à ce moment-là, autour, on va dire, de ces deux renaissances carolingiennes, la période du Xe siècle est plutôt une période de stagnation intellectuelle, donc il n'y a pas vraiment de renouveau, il n'y a pas vraiment, on va dire, de mouvance au niveau intellectuel, c'est toujours la même chose. Et de plus, on a également constaté qu'il y a également un contexte politique qui est assez compliqué à ces époques-là. Le Xe siècle, bon, c'est une période qui est assez problématique. Et à cette époque-là, cette époque également traverse une crise politique et sociale à cause de notamment la dislocation de l'Empire carolingien, donc c'est un, comme je dis, contexte politique compliqué, mais aussi des invasions qui viennent un peu de partout. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'esprit est ailleurs. C'est-à-dire concrètement que si jusque-là on a pu mettre en avant, on a pu contribuer à enrichir tout ce qui était autour de la culture, de l'enseignement, ce genre de choses, le Xe siècle, ça va être plutôt un siècle de crise, au sens où les esprits sont ailleurs, il y a des invasions de partout, il y a l'Empire carolingien part un peu en morceaux. Donc en fait, les esprits sont ailleurs clairement et l'heure n'est pas en fait à se pencher sur le quadrivium ou sur autre chose. Et avec justement ce contexte un peu de politique assez difficile, il faut quand même souligner que le système féodal commence à se mettre en place petit à petit avec tout le système de seigneurie, de vassalité qu'on a déjà vu précédemment. Donc il faut bien comprendre que le Xe siècle, c'est un siècle qui n'est pas propice en fait au développement intellectuel, c'est un siècle de stagnation où ce qui a été déjà fait au préalable, on s'en contente et les esprits, comme je vous l'ai dit, sont ailleurs. Dans la deuxième moitié du Xe siècle, on assiste à ce qu'on va appeler la troisième renaissance carolingienne, qui va pas non plus être brillante. Et cette période se caractérise par une réforme monastique et une restauration de l'Empire. Donc une période, comme je vous
dis, d'incertitude, mais où les esprits ne sont pas forcément, on va dire, au fait de l'enseignement, au fait de la culture, de tout ce qui est autour de la question intellectuelle, de la question culturelle également. À l'université, il existe également plusieurs méthodes d'enseignement. Parmi elles, on peut citer la mémoire qui est valable à l'université quand les étudiants ne peuvent pas se procurer le matériel adéquat pour écrire et pour prendre des notes. Toutefois, même si la mémoire est le premier instrument de l'étudiant, puisqu'on encourage les enfants à la mémorisation dès le plus jeune âge, il reste un autre instrument d'apprentissage qui est le livre. C'est-à-dire que même si on entraîne les enfants à avoir une mémoire, on va dire, presque d'éléphant, le livre reste quand même un moyen d'instruction quand même qui est assez primordial à cette époque-là. D'objet un peu de décoration, plutôt on va dire un objet purement décoratif que tout le monde a, en grande majorité, en Occident, à partir du XIIIe siècle, la production de livres va se multiplier, va augmenter, et les universités vont contribuer à cet essor du livre. C'est-à-dire que des bibliothèques vont commencer à se construire, vont commencer à faire. Alors les bibliothèques ne sont pas les mêmes, on va dire, la notion de bibliothèque n'est pas la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était des bibliothèques qui étaient portatives, c'est-à-dire qu'on trimballait un peu partout. Alors c'était surtout le cas pour les rois quand ils faisaient leur tour des différentes cours, etc. Mais dans la mesure, c'était pas vraiment les bibliothèques comme on peut l'entendre aujourd'hui. Il y en avait, mais c'était pas la majorité. Les ouvrages sont alors devenus des objets courants d'apprentissage que l'on peut manipuler, que l'on peut produire avec des coûts relativement minimes, parce que tous les monastères, c'était principalement les monastères qui avaient des ateliers de copie, c'était principalement eux qui les avaient, mais forcément les coûts n'étaient pas les mêmes selon si le monastère avait les moyens d'avoir un grand centre de copistes avec enluminure et compagnie, ou si c'était juste le petit monastère du coin et qui avait des revenus suffisants, enfin du moins substantiels pour vivre. Cette multiplication des ouvrages enrichit les bibliothèques et les grandes universités. Par exemple, en 1257, la Sorbonne, fondée par Robert de Sorbon, regroupe environ plus d'1 millier de volumes, donc plus d'1 millier d'ouvrages, si préféré, référencés, du moins de ce que le référencement du catalogue a pu fournir. Les catalogues, en fait, ce sont un peu comme des registres où on consigne en fait les volumes qui composent la bibliothèque, du moins présents dans la bibliothèque, et justement le catalogue de cette époque a pu fournir aux historiens à peu près quels ouvrages étaient présents et quels ne l'étaient pas, et leur nombre. Les ouvrages consultables sont enchaînés au pupitre et aux tables, et ils ne sont consultables que sur place. Les élèves, enfin du moins les étudiants, ne peuvent pas les bouger ou les emporter. Ils sont obligés, on va dire, de les consulter sur place. Toutefois, si un étudiant veut emprunter un de ces ouvrages, cela peut se faire sous certaines conditions et pas partout, et donc on va dire des motifs bien précis, et prévus par les statuts du collège, comme ce fut le cas par exemple à la Sorbonne. La Sorbonne n'est pas une université à ce moment-là, c'est un collège, mais on le verra dans la partie suivante. Dans la plupart des universités, les enseignants recommandent aux étudiants la lecture à la mémorisation. C'est-à-dire que la mémorisation, c'est bien parce qu'on leur a appris à avoir une mémoire d'éléphant depuis qu'ils sont petits, mais la lecture est quand même beaucoup mieux parce que la lecture, en fait, les mots, on va dire, sont posés sur du papier et ne se baladent pas dans la tête comme ça peut l'être avec la mémorisation. À cette époque-là, les maîtres ou les professeurs recommandent aux étudiants la lecture des ouvrages in extenso, c'est-à-dire les œuvres complètes, et les extensa, qui sont, on va dire, des espèces d'encyclopédies. Les aides de mémoire existent dès cette époque-là afin de réviser du moins l'essentiel de ce qui a été vu en cours pour les examens. Toutefois, même en dehors des périodes d'examen, les étudiants se consacrent quand même de longs moments à la lecture puisque c'est ce qui leur est recommandé. Et à côté de cela, les tables alphabétiques de matière, ce qu'on peut appeler les glossaires, les sommaires, tout ce que vous voulez, sont également mises en avant et servent de méthode de mémorisation. Donc même si on encourage à la lecture, la mémorisation reste quand même le meilleur moyen pour apprendre pour les étudiants. La méthode de l'ordre alphabétique n'est pas une chose nouvelle. En effet, entre le 8e et le 9e siècle, la méthode de l'ordre alphabétique est appliquée aux glossaires. A, B, C, etc., étaient déjà présents dans des glossaires, dans des listes de ce genre. Le classement des matières est ce que l'on retrouve le plus à cette époque, sans pour autant faciliter la recherche. C'est-à-dire que le glossaire, les sommaires, etc., du Moyen-Âge n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que c'était complètement fourre-tout et que pour chercher une information, il fallait soit parcourir tout le livre pour pouvoir le trouver, soit il fallait se débrouiller autrement. À la fin du XIIIe siècle, la liste des exemples-là, qui sont comme des espèces de petits récits d'anecdotes conçus un peu comme des leçons morales, du moins des leçons religieuses la plupart du temps, et permettant, on va dire, de communiquer certains messages, notamment des messages de l'Église, sont classés de façon
façon alphabétique. Donc le système alphabétique, à partir de ces époques-là, commence à se mettre petit à petit en place, ou du moins est déjà présent, mais il est de plus en plus présent dans les universités dans le but de faciliter les recherches, dans le but de favoriser la mémorisation, ce genre de choses. Les étudiants doivent avoir du temps pour lire afin de pouvoir mémoriser et retrouver les passages qu'ils recherchent. Donc autrement dit, encore une fois, même si on encourage la lecture, on encourage également la mémorisation, notamment limite si on n'encourage pas le par cœur pour retrouver dans un ouvrage quelconque un passage qu'ils auraient déjà lu. Donc c'est pour vous dire à quel point les méthodes de recherche de l'époque sont très différentes de celles d'aujourd'hui. Ils prennent ensuite, quel que soit l'endroit où ils travaillent, l'habitude de transporter leurs plumes et leurs cahiers qu'ils remplissent de notes. Donc il y a quand même la notion de prise de notes malgré la mémorisation et la recherche de passages. Mais on peut supposer que ceux qui n'avaient pas le moyen d'avoir des cahiers et des plumes devaient se contenter de leur mémoire. Et au 11e et 12e siècle, quand les étudiants vont en cours, ils transportent avec eux leur tablette pendue à la ceinture ou leur cahier de parchemin à la main. Toutefois, il faut quand même souligner que le parchemin à ces époques-là était relativement très cher. Et avec eux, ils ont leurs notes et leurs livres, comme d'habitude, bien sûr. Le cas particulier des étudiants sentenciaires, c'est-à-dire des étudiants qui se murent en fait dans leurs opinions, dans leur thèse, si on peut dire ça ainsi. Le cas de ces étudiants-là est assez particulier puisque ces derniers vont avoir leurs propres cours, ils produisent leurs propres œuvres, leurs propres livres et ils n'utilisent nullement les cours des uns ou des autres et ils n'utilisent pas non plus les cahiers de leurs camarades. Donc ce sont des étudiants qui sont un petit peu à part et qui sont un peu dans leur monde, si on peut dire ça comme ça. Par ailleurs, les enseignants pouvaient également copier des livres pendant les cours ou les faire copier par leurs étudiants, tout dépendait. Mais les grandes universités possédaient leurs propres copistes, ou du moins leurs propres ateliers de copistes à Sarmontais, et les livres qu'ils recopiaient étaient d'abord sur des cahiers, ce qu'on appelait des pantia, et ils recopiaient à partir d'un modèle qu'on appelait les exemplaires, on vient d'en parler. Mais toutefois, il faut quand même souligner que le parchemin restait très cher, donc on se débrouillait comme on pouvait. Par rapport aux cours, ces derniers se divisent en plusieurs temps. En premier lieu, on a la conférence ou la collatio en premier temps, puis l'explication de texte, la lectio, et ensuite la question, ou du moins une question posée, une problématique si vous préférez, pour finir par la disputatio. La disputatio, alors ce qu'on va traduire par dispute, mais il ne faut pas comprendre le mot dispute comme on l'entend aujourd'hui, c'est en fait un espèce de débat. C'est un débat, c'est-à-dire c'est une discussion un peu animée, plus qu'autre chose. Et puis après on va finir conclusio, qui est une conclusion, mais faite par le professeur, on en parlera. On constate aussi une généralisation de certains vieux procédés, notamment applicables à la Bible. Donc on va poser une question par rapport justement à un passage de la Bible et on va essayer de débattre, d'argumenter. Voilà comment ça va un peu se passer. Il s'agit d'abord en premier de la questione, ou du moins question, et de la responsationes. Donc c'est-à-dire question-réponse. Pour des passages de la Bible, on va faire un peu comme ça, une question-réponse, un peu on va dire comme pour une problématique auquel on cherche la réponse. Ce procédé est également utilisé dans le but de faire des commentaires, donc du moins de faire des glosses, du moins des commentaires de passages de la Bible. Donc on voit très bien que c'est un peu ce système un peu de questions-réponses ou du moins de cette façon de faire le cours a un but bien précis. Le système de questionnest est avant tout, on va dire, on pose une question, du moins ce qu'on appelle les autorités, donc du moins les maîtres, professeurs posent une question et on va droit avoir un débat animé entre les étudiants et les autorités. On établit comme je vous dis, ce qu'on appelle une problématique, puisque cette fameuse question est une problématique à laquelle il faut répondre. Il faut avoir, on va dire, un peu d'argumentaire derrière. Cette discussion, on va dire, d'une question posée est réalisée à date fixe, un peu comme pour un débat. Cette question est alors soumise à débat, comme je vous l'ai expliqué, et ensuite on va avoir droit à la dispute. Je vous dis, la dispute c'est un débat, on va dire, il faut avoir des arguments derrière, bien entendu. On va pas lâcher un argument sans savoir de quoi on parle. Et ces disputes, les maîtres d'université, du moins les enseignants, font figure d'autorité, c'est-à-dire que c'est eux qui ont raison quoi qu'il arrive, c'est leurs avis qui comptent, même si c'est un peu un travail un peu où on incite l'étudiant à réfléchir sur certaines choses, à réfléchir sur certains points, on va dire, notamment sur la Bible, sur certaines notions. Quoi qu'il en soit, ça va surtout être le maître d'université qui va donner la conclusion, qui va donner la réponse, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec, ça sera un autre débat. Ce type d'exercice est organisé toutes les semaines et certaines sont organisées à des moments bien précis, 2 fois par an dans certains cas, à Pâques et à Noël, de ce qu'on va appeler les disputes colibétiques, c'est-à-dire on discute de tout à fait autre chose sur n'importe quel sujet. Ça va être organisé 2 fois par an à ces époques-là. Donc on va poser des questions, les étudiants vont poser des questions un peu sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Cette dispute se conclut, comme je vous l'ai dit, par la conclusion qui est faite par le maître, donc faite par l'enseignant. Et la conclusion
Lusio peut avoir, on va dire, certaines limites, dans le sens où elle va souffrir des limites un peu de l'avis du maître, de l'avis justement de l'enseignant, de son auteur, des connaissances de ce dernier, malgré le débat qu'il y a eu, et elle va faire un peu office de figure d'autorité, c'est-à-dire que concrètement, c'est comme ça, c'est pas autrement, et vous devez vous y fier, même si cette question peut engager un peu la responsabilité justement de son auteur. Concernant les grades, ou du moins concernant les grades un peu de comment ça se passe au niveau des universités, les étudiants sont répartis en 3 grades, c'est-à-dire en premier lieu, il va y avoir le bac qui va donner, du moins l'équivalent du bac, qui va donner droit à d'enseigner, mais aussi sous le contrôle d'un maître, donc dès qu'on a le bac, on peut faire de l'enseignement. À 21 ans, on obtient la licencia docenti, c'est-à-dire concrètement, ça va donner les portes ouvertes au doctorat, qui est un peu l'entrée ultime de l'université. Et ensuite, on va quand même avoir une espèce de maîtrise qui va être un peu pas trop loin, mais qui va se réaliser par le biais d'un examen public. Donc, il faut comprendre 3 grades principaux. La maîtrise, c'est encore autre chose. Le bac, la licencia et le doctorat. La maîtrise, ça va être un peu pas trop loin du doctorat, du moins de ce qu'on peut en dégager. Donc, voilà un peu comment on pourrait résumer les pôles, on va dire, du moins les cycles d'enseignement à l'université au Moyen-Âge. Jusqu'à présent, nous avons vu les méthodes d'enseignement, le programme scolaire, l'organisation, les grades, comment ça s'organise au niveau des niveaux, on va dire au niveau des étudiants, c'est-à-dire le bac, la licence, etc., etc. Mais il y a une méthode d'enseignement qui vieillit extrêmement mal au Moyen-Âge et qui va perdurer même au-delà de l'époque médiévale, c'est la scolastique. Une bonne idée à la base, ça va être, on va dire, une gangrène pour l'enseignement, notamment l'enseignement théologique à la fin du Moyen-Âge. À cette époque, la scolastique s'épanouit principalement dans les facultés des arts, mais également théologiques. La faculté des arts, elle va pas trop mal vieillir, et encore, en théologie, ça va être une cata. Elle repose sur une forme, on va dire, de rationalité technique, réservée, on va dire, à certains experts, du moins à certaines personnes qui connaissent un peu leur sujet. Et la scolastique va aussi se caractériser par 2 ouvrages principaux, du moins va prendre fondement dans 2 ouvrages principaux, c'est-à-dire le Sic et Node d'Abélard et le discours de la méthode, notamment alors vous trouverez discours de la méthode dans les ouvrages, dans les sources, mais le titre que j'ai pu trouver souvent, c'est discours de la méthode du XIIe siècle. Donc en fait, ces 2 ouvrages vont permettre de mettre en fait en application, mettre en avant ce qui va être la scolastique à cette époque-là. Dans son ouvrage, Abélard souligne que l'écolier, du moins à l'école épiscopale, et je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur l'enseignement justement par rapport à ça, ne doit pas seulement savoir lire, écrire et tout le bazar. Il doit aussi pouvoir expliquer les auteurs, les commenter, avoir du savoir justement sur les auteurs qu'il connaît. C'est-à-dire pas forcément la Bible, mais ça peut être aussi des auteurs antiques. Donc on cherche à ce que l'écolier déjà ait une connaissance assez poussée de certains auteurs. Par ailleurs, cette nouvelle méthode entraîne aussi également une remise en question des autorités, donc des maîtres d'université, des enseignants, donc une remise en question de l'enseignement qu'on leur donne. Des discussions il peut y avoir, mais également il y a également des différentes positions qui commencent à se mettre un peu en avant par rapport à l'autorité là. Dans le discours de la méthode, on va retrouver un petit peu le même genre de fonctionnement, mais il y a un autre but derrière ça, c'est-à-dire on va essayer de faire progresser notamment le raisonnement, notamment théologique, d'un point de vue théologique. Ça va s'appliquer, alors ce que je viens de vous expliquer par rapport à Abélard, ça va s'appliquer en université de lettres, et le discours de la méthode va plutôt se concentrer également sur la faculté de théologie. Le Sic et Node d'Abélard, c'est exactement pareil, ça peut aussi s'appliquer en théologie. C'est sûr que le discours de la méthode, on va plus se le relier justement à ce type d'université. Mais de façon globale, ce qu'il faut comprendre de la scolastique, c'est que les 2 sources que je viens de vous citer principalement sont les fondements presque de la scolastique. Voire c'est là où on va puiser le plus en fait d'inspiration de la scolastique. La scolastique amène donc une forme d'élimination des divergences, donc tout le monde doit être d'accord sur tout entre les autorités, c'est-à-dire que les maîtres d'université doivent être tous d'accord entre eux en théorie. En pratique, on sait très bien que c'est un peu différent, mais globalement c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire très attention à l'usage des mots, de leur signification, le mauvais usage également de certains mots dans certains contextes. En fait, on va se borner justement à répéter en boucle les mêmes choses. Globalement, ce qu'il faut comprendre de la scolastique, et c'est ce qui fait que malheureusement c'est ce qui est le plus dramatique pour l'époque, c'est qu'en fait on va éliminer certains mots, certains sujets, on va éliminer un peu de forme de débat et on va répéter toujours les mêmes choses. En fait, c'est un éternel recommencement sans possibilité d'évolution. C'est un petit peu ce qui va être reproché à la scolastique après. Côté justement de ce mauvais usage des mots, il y a également la notion de paraphrase ou encore des usages divergents d'opinions. Quand il y a des opinions qui sont insolubles, on va se ranger vers la personne qui a le plus de compétences. Donc même si ce qu'il dit n'est pas bon, on va se ranger quand même derrière lui. On veut uniformiser les discours, mais au début ça marche très bien, mais après petit à petit ça va être une catastrophe. Il faut comprendre
ça. La scolastique devient donc un lien entre ce qui va être les sciences, c'est-à-dire l'arithmétique, tout le bazar, les sciences dures, et la technique, et donc une espèce de la mise en pratique de la théorie sur des cas concrets, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai expliqué auparavant, tout ce qui est autour du quadrivium et compagnie et tout le bazar, en fait, on va essayer de l'appliquer, notamment par rapport à la Bible, à certaines choses, avec, on va dire, perte et fracas, malheureusement. Cela permet une ouverture, dans un premier temps, vers l'humanisme, mais bon, c'est une ouverture qui est très sclérosée quand même. Toutefois, au fil du temps, la scolastique, et en particulier dans l'enseignement théologique, c'est ce que je viens de vous expliquer, a un problème de renouveau. Il n'y a pas de renouveau, pas de nouvelles approches. En fait, ce sont les mêmes approches depuis des générations. On fait apprendre en fait les mêmes approches, sans possibilité d'évolution, sans possibilité même de remise en question. Donc en fait, la scolastique à la fin du Moyen-Âge, ça va être un boulet pour l'enseignement théologique plus qu'autre chose. Ce sont toujours les mêmes textes qu'on voit, ce sont toujours les mêmes arguments, les mêmes commentaires. En fait, il n'y a pas d'évolution puisqu'on a décrété que c'était comme ça, pas autrement. Du XIIIe siècle à peu près jusqu'au XIVe, XVe, on va estimer que ça doit rester comme ça et pas autrement. Donc en fait, l'enseignement théologique à la fin du Moyen-Âge souffre en fait de carences, si on peut dire ça comme ça, de carences intellectuelles, de carences en fait de recherche, de remise en question, de ce genre de choses. Donc ce qu'il faut comprendre de la scolastique, c'est que d'une idée qui est pas forcément bête en soi, c'est-à-dire une forme de mise en pratique de notions qui viennent d'ailleurs, en fait, de d'autres matières, de d'autres enseignements, à un cas donné, comme par exemple pour la Bible, par exemple, de cette idée qui de base n'est pas idiote, au fur et à mesure du temps, ça va être quelque chose qui va être problématique. Donc, en fait, la scolastique de base a une bonne intention, a de bonnes idées, mais malheureusement, l'utilisation, on va dire, quasi figée de la scolastique en théologie fait que, malheureusement, en fait, ça sera contre-productif à la fin. Cela a pour conséquence, au niveau de la scolastique en théologie, que cet enseignement est ce qu'on va appeler sclérosé, c'est-à-dire qu'il souffre d'énormes carences, d'énormes retards. Cela se poursuit, comme je vous dis, après la fin du Moyen-Âge, puisque la scolastique va s'arrêter, enfin du moins la guérison, enfin du moins la sortie de la scolastique va se faire à l'époque moderne. Donc en fait, au XVIe siècle, quand on commence à rentrer dans l'époque moderne, la scolastique est encore là et elle va se perdurer encore longtemps. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre de tout ce que je viens de vous dire dans cette partie, les universités ont des fonctionnements différents, mais la plupart du temps, du moins dans les facultés des arts, ça va être le quadrivium et le quadrivium qui vont être mis en avant. En théologie, ça sera autre chose, mais dans la faculté des arts, par exemple à Paris, ça va être le trivium et le quadrivium qui vont perdurer. C'est-à-dire le trivium, ça va être la grammaire, la rhétorique, la logique. Le quadrivium, ça va être l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Le quadrivium va souffrir de certaines modifications, pas de modifications, mais certains auteurs vont se pencher sur certains axes plus que d'autres. Il va être un peu tantôt oublié, mis de côté, tantôt il va avoir un renouveau, par exemple, sous l'art carolingien. Donc, si vous devez retenir quelque chose de l'enseignement, du moins de ce qui compose un peu l'enseignement de la faculté des arts, retenez trivium, quadrivium. Le minimum, c'est ce qu'on peut en retenir. Ensuite, si on se penche vraiment sur les méthodes d'enseignement, retenez, si vous préférez, deux choses. Ça va être, en premier lieu, une explication de texte. La collatio, c'est une espèce de conférence, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes en rond dans une salle et vous écoutez. Ça va être conférence, ça va être explication de texte avec la lectio, ça va être, ensuite, on va poser une question, une problématique, dans ce qu'on va appeler la questiones. Ensuite, on va avoir la dispute, c'est-à-dire débat, tout simplement, et ensuite, la conclusion. Retenez dans les méthodes d'enseignement ce genre de choses. En fait, les cours en fait se caractérisent par un débat principalement. Ce que vous devez retenir aussi dans les méthodes d'enseignement outre ça, c'est que on va d'abord axer l'étudiant, enfin du moins on va lui apprendre à se servir principalement dans un premier temps de la mémoire quand il va être à l'école, et petit à petit avec la démocratisation du livre, avec les ateliers de copistes qui vont se mettre un peu à droite et à gauche, avec toutes les influences qui vont venir un peu de partout, le livre va se démocratiser, les étudiants pourront travailler sur le livre, mais il y aura toujours une part en fait de mémorisation qui sera toujours là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir également de tout cela? Encore une fois, tout simplement ce que je viens de vous expliquer sur la scolastique. Outre les grades d'enseignement, c'est-à-dire le bac, la licence et le doctorat, la maîtrise n'est pas. La maîtrise est un peu collée, on va dire, au doctorat. Outre ça, c'est que la scolastique, d'une idée pas mauvaise en fait, qui avait pour but un peu une espèce de mise en pratique de la théorie, c'est-à-dire une mise en pratique qui vient un peu d'autres disciplines à une chose bien donnée,
va être en fait un véritable boulet dans l'enseignement théologique médiéval. D'une idée pas mauvaise, du moins du fait qu'on encourage en fait les écoliers à ne pas savoir que lire et écrire, on leur apprend aussi à réfléchir, on leur apprend également certaines choses, on va petit à petit réduire en fait le débat, on va petit à petit réduire en fait la possibilité de débattre sur certaines questions, la possibilité, on va dire, d'émettre des avis. Petit à petit, c'est un petit peu ça qu'il faut en comprendre, et c'est ce qui fait que malheureusement, l'enseignement théologique à la fin du Moyen-Âge va être ce qu'on va dire, que les historiens considèrent comme sclérosé par la scolastique, c'est-à-dire qu'on va répéter toujours les mêmes choses, c'est-à-dire une forme de répétition, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de retravail de recherche, il n'y a rien en fait permettre d'instaurer de nouvelles idées, de nouvelles approches, et c'est ce qui fait que la scolastique va être un boulet au pied de l'enseignement théologique. Elle va s'appuyer à d'autres arts qui vont plus ou moins s'en sortir, mais l'enseignement théologique au Moyen-Âge est gangréné. La scolastique en fait pour eux est une gangrène qu'ils auront du mal en fait à se libérer par la suite. Donc c'est ça qu'il faut comprendre un peu. Concrètement, ce qu'il faut retenir de l'enseignement, on va dire, à l'université, c'est que c'est un enseignement dans un premier temps aussi qui est basé sur, alors c'est le cas pour le quadrivium mais pas que, qui va être basé aussi sur l'enseignement antique. C'est-à-dire que l'enseignement antique, c'est-à-dire que tout ce qui est auteur antique, etc., même si les auteurs chrétiens, l'Église est un petit peu fermée à ça, n'est pas très à l'aise avec ça parce que paganisme et compagnie, les auteurs chrétiens ne pourront pas s'empêcher en fait d'aller chercher des réponses dedans, vont pas pouvoir s'empêcher d'un fait de s'y intéresser et même d'apprivoiser, si je peux dire ça comme ça, ces auteurs antiques par rapport justement aux auteurs chrétiens ou ce genre de choses. Donc les auteurs antiques, même si on s'en méfie, ils ont quand même le vent en poupe même au Moyen-Âge. Il faut comprendre ça. Le quadrivium est hérité d'une certaine manière de l'enseignement antique, du même que le trivium. Certaines matières seront mises en avant plus que d'autres. On va y travailler dessus, on va y mettre des hypothèses, on va essayer de les associer plus ou moins à telle ou telle chose. Par exemple, Grégoire de Tours va résumer d'une certaine manière, peut-être originale pour son époque, mais peut-être qui est logique si on s'y penche vraiment, du moins d'une logique qui est peut-être un peu maladroite, mais qu'on pourrait qualifier de maladroite aujourd'hui, mais qui pourtant n'est pas si idiote que ça. Il va faire une espèce de définition claire, nette et concise de l'arithmétique, de la géométrie, de l'astrologie, enfin astrologie, astronomie, des fois c'est un petit peu flou, un peu la frontière entre les deux. Donc il y a de ça. Il y a également le fait qu'on accentue beaucoup sur la mémoire au début, qu'après la lecture va quand même rentrer en ligne de compte. Il faut savoir que les écoliers apprennent sur des psautiers, apprennent les spomes principalement pour lire, pour écrire. Le chant fait également partie de la mémorisation. Donc il y a tout un pan en fait de l'apprentissage qui a été vu à l'école et qui se poursuit d'une certaine manière à l'université dans une moindre mesure. C'est ça un peu qu'il faut retenir dans tout ce que je vous ai expliqué. D'un côté, les arts libéraux, surtout en fait des arts, c'est-à-dire trivium, quadrivium, au moins ça. Retenir du fait que la lecture et la mémorisation restent les méthodes d'apprentissage majeures essentiellement à l'université, que le livre commence à arriver petit à petit sur les bibliothèques et que les catalogues, alors les catalogues ce sont des registres, pour vous expliquer un peu très clairement, ce sont des registres d'une certaine manière des livres présents dans une bibliothèque. Les catalogues fournissent énormément de renseignements à l'historien sur de quoi étaient composées les bibliothèques et combien de volumes étaient présents. Donc plus il y avait de volumes, plus c'était gros, et certainement qu'il y avait forcément plusieurs exemplaires d'un même livre, ça c'est fortement probable. Retenir aussi également la façon dont on enseignait dans les cours, c'est-à-dire la conférence, le débat, ce genre de choses, parce que c'était pas forcément les cours comme on entend aujourd'hui, c'est totalement autre chose. Et aussi le problème de la scolastique. Les diplômes encore, que vous reteniez pas le bac, la licence ou autre, bon ça c'est encore autre chose, mais la scolastique en fait c'est un petit peu ce qui va ressortir le plus en fait de l'enseignement à l'université, parce que c'est un problème à cette époque-là et c'est un problème qui reste à cette époque difficilement résolvable. Le monde des universités ne peut se concevoir sans ses étudiants. En effet, le terme que l'on va trouver dans les sources pour désigner les étudiants est le terme d'écoliers. Leurs maîtres ainsi qu'eux-mêmes sont la plupart du temps tonsurés ou alors ordonnés. Ces derniers viennent également de toute catégorie sociale, qu'ils soient pauvres paysans ou même bourgeois. Il y a des paysans qui ont envoyé leurs enfants à l'université pour qu'ils aient une meilleure situation que la leur. Ou encore, vous retrouverez également des fils de nobles, bref, une mixité sociale
social assez large. L'âge moyen pour rentrer en général à l'université, et selon les sources que vous allez trouver, va se situer à peu près entre 13, 14 voire 20 ans, donc à peu près l'adolescence ou la préadolescence, mais pas tout à fait on va dire l'âge adulte, ou du moins l'âge de jeunes adultes. Les étudiants qui ne veulent pas rentrer en faculté de théologie peuvent s'orienter vers la faculté des arts, donc tout ce qui est autour des arts libéraux comme on a vu précédemment dans la partie précédente, et faire d'autres études. Le fait que les études ne durent longtemps, contrairement à aujourd'hui, ne choque pas vraiment la mentalité médiévale. Ce qui choque la mentalité médiévale par rapport justement aux étudiants, c'est le côté oisif qu'on va reprocher justement à cette catégorie de la population, c'est-à-dire les étudiants sont un peu dans la catégorie sociale, ou du moins dans la partie de la société qu'on va qualifier un peu des populations marginales, du fait que, alors marginal c'est un bien grand mot, mais disons que ce qui est reproché aux étudiants, c'est peut-être le côté oisif, le côté un peu feignant, bref, le côté où justement ils ne travaillent pas, ils ne contribuent pas à la société. Au Moyen-Âge, c'était assez mal vu d'une certaine manière, et encore ça dépendait beaucoup des moments. Les avantages que la vie étudiante confère à ces derniers, c'est qu'ils sont exemptés d'impôts. Ils ont d'ailleurs leurs propres tribunaux, ils ont une espèce de privilège d'immunité, ils ont leurs propres tribunaux spécifiques où ils peuvent juger les cas les plus graves, bref, ils ont une espèce d'autonomie, au même titre que les universités ont leur propre autonomie, et ils peuvent défendre également leurs droits, comme pour les universités, face à certaines autorités, comme les autorités qu'elles soient religieuses ou temporelles, bref, ils ont certains avantages que confère le statut d'étudiant et qui n'est pas forcément négligeable. Les étudiants sont également reliés à un maître, et par ailleurs la formation en faculté des arts peut être cumulée également avec une formation religieuse, qui prouve que les deux ne sont pas incompatibles. Tout dépend bien entendu des ambitions des enfants à cette époque-là. Et comme je vous dis, qu'ils soient riches ou pauvres, même s'il y a un grand brassage social, il n'empêche que beaucoup d'étudiants en viennent à travailler, ils sont obligés de travailler, gagner leur vie malgré tout, ce qui n'est pas très différent d'aujourd'hui. Beaucoup d'étudiants encore aujourd'hui travaillent à côté des cours pour avoir, ne serait-ce que pouvoir payer leur loyer. À la fin du 12e et 13e siècle, la vie étudiante est bien connue et bien relatée dans les sources, mais les conditions de vie de ces derniers sont également connues de cette époque-là, c'est-à-dire que même s'il y a des étudiants qui sont de familles assez aisées, que les familles peuvent les entretenir, il n'empêche que certains n'ont pas ce privilège et du coup peuvent être amenés à travailler, voire qui peuvent être pour certains cas dans une misère assez conséquente. En effet, le grand nombre d'étudiants oblige également, en plus de tout ce que je viens de vous dire, oblige les gestionnaires des universités à chercher des solutions pour les loger. Là, le problème de logement des étudiants ne date pas d'aujourd'hui, il était déjà là au Moyen-Âge. Il faut loger tout le monde, et notamment les étudiants pauvres et les étudiants étrangers, puisque certaines universités accueillent des étudiants venant de d'autres pays, comme par exemple des Anglais ou bien ailleurs, donc il faut loger tout ce petit monde. Et les étudiants, les pauvres, du moins ceux qui peuvent bénéficier d'une bourse, il faut bien les loger quelque part, donc on va mettre en place certaines choses qu'on va voir juste après, et qui vont permettre à tout ce petit monde en fait d'étudier dans de bonnes conditions. Toutefois, si je viens de vous dire qu'il y a une catégorie d'étudiants qui peuvent étudier la théologie et d'autres qui peuvent étudier autre chose, il faut bien comprendre que si jusqu'à présent on a l'impression que l'université est en partie destinée aux clercs, même si c'est pas totalement vrai, comme je vous l'expliquais, tous les étudiants n'ont pas envie de suivre des études ecclésiastiques. Certains vont également suivre un parcours de théologie, on va recevoir quelques rudiments de théologie, mais ils vont vivre totalement différemment. En effet, dans les universités, comme je vous le dis, on constate un ratio, ou du moins on constate la présence de laïcs, au même titre que les clercs, et ces derniers reçoivent, on va dire, une instruction dans des domaines bien particuliers, comme la médecine, le droit civil ou le droit canon. Donc ce qui fait que par exemple l'université de Paris, qui concentre énormément de pôles d'enseignement, tous les étudiants qui sont justement dans ces facultés se côtoient plus ou moins. Il n'y a pas de différence entre ceux qui étudient la théologie et ceux qui étudient totalement autre chose. Mais comme je vous l'ai dit, parmi les étudiants, je peux constater surtout certains cas un peu particuliers au sein de ceux qui ont étudié la théologie. Tous ceux qui ont étudié la théologie, ne sont pas destinés à une vie ecclésiastique. Certains vont mener une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus, on va dire, en retrait justement de ces études. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il y a des étudiants qui vont suivre une formation locale, mais certains vont choisir de mener une vie tout autre que ce qui leur était destiné, à savoir que certains vont vouloir mener une vie de laïque, c'est-à-dire qu'ils vont se marier, qu'ils vont avoir un métier, qu'ils vont pratiquer un métier. Donc on sait pas trop en fait, pour certaines choses, on n'a pas forcément de vision sur certains trucs. Par rapport justement à ce grand nombre d'étudiants que l'on doit loger, il n'y a pas de différence
différence entre ceux qui sont destinés à la formation cléricale ou les laïcs. Donc tout le monde vit ensemble, peu importe ce qu'on étudie. Le but en fait, justement, d'essayer de trouver des logements à ça, c'est de permettre d'offrir le gîte et le couvert aux étudiants, notamment les étudiants boursiers, ceux qui bénéficient d'une bourse. Et c'est à ce moment-là que l'on va créer ce qu'on appelle les collèges. Alors les collèges de nos jours et les collèges du Moyen-Âge sont très différents. Même si certains collèges vont évoluer, comme par exemple la Sorbonne à la base était un collège, on va le voir juste après, il n'empêche que le collège aujourd'hui et le collège du Moyen-Âge, ce n'est pas du tout la même chose. En 1180, à Paris, le premier collège qui est fondé par un Anglais, et il est fondé pour 18 étudiants maximum, c'est ce qu'on va appeler le collège des 18. Par exemple, c'est le premier collège que l'on peut souligner dans une formation. Et pourquoi pour 18 étudiants maximum? Les capacités d'accueil des collèges, c'était un peu comme des dortoirs, un peu comme des résidences étudiantes avant l'heure. Les capacités d'accueil sont très minimes par rapport au grand nombre, mais c'était des lieux d'hébergement pour la plupart des étudiants justement que l'on pouvait accueillir. Au départ, les collèges, comme je le dis, sont d'abord destinés aux étudiants boursiers principalement, ceux qui n'ont pas les moyens par exemple d'avoir un chez-soi à eux, ils sont logés dans les collèges. Puis après, avec l'évolution, ils évoluent en espèce de centre d'enseignement, ce qui est le cas par exemple pour la Sorbonne. En effet, en 1253, Robert de Sorbon, donc celui qui a créé la Sorbonne, a fondé un collège à son tour, et en 1257, ce dernier donne 3 maisons plus une grange pour 16 étudiants en théologie. Au XIIIe siècle, les étudiants boursiers suivent des cours à l'université, puis ils ont la possibilité de suivre un enseignement sur place au collège. Ils sont logés dans les collèges, mais ils peuvent également suivre des cours, ce qui prouve qu'on essaie petit à petit de faire évoluer ces structures. Au début, il s'agit plus d'une répétition de cours, mais une répétition un peu de ce qu'ils ont appris. Puis ils bénéficient d'un enseignement par des maîtres en grammaire principalement, en logique, en théologie et en droit. Les étudiants aisés, donc ceux qui ont les moyens entre guillemets de vivre, peuvent aussi vivre dans les collèges afin de recevoir une bonne éducation et de profiter également des enseignements dispensés dans les collèges. Donc de base, les collèges sont destinés aux étudiants pauvres, ou du moins aux étudiants qui n'ont pas les moyens de vivre par eux-mêmes, ou aux étrangers. Et puis petit à petit, cela va vers un accueil de tous les étudiants, quel que soit leur milieu social. Entre le XIVe et le XVe siècle, les collèges se multiplient de plus en plus. Par exemple, il y a 50 collèges à peu près à Paris et une douzaine à Toulouse. Donc petit à petit, ces espèces de centres d'accueil pour les étudiants petit à petit vont se propager. On peut également citer 2 autres collèges à Fougères et à la Fromagerie. Et en 1424, à Buelle, je suis désolée pour le nom s'il y en a qui me regardent, un collège est également fondé par Grégoire Langlois, évêque de Sièze, où par contre la discipline est stricte. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, de ces exemples un petit peu flous, c'est que les collèges en fait sont des centres d'accueil, sont des centres d'hébergement pour les étudiants, où ces derniers ont le gîte et le couvert, où ils peuvent dormir, étudier et tout le reste. Mais en contrepartie, et on va le voir un peu juste après, ces collèges sont dirigés avec des règles, c'est-à-dire qu'il y a un règlement à respecter, qu'il y a certaines choses qu'on peut faire et certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc c'est un petit peu la contrepartie de ce système d'accueil, c'est que oui, on vous accueille, on vous donne le gîte, le couvert, vous êtes nourri, logé, blanchi. Vous pouvez étudier également par le biais de maîtres qui viennent justement dans ces structures en profiter pour pouvoir justement bénéficier d'un enseignement autre, mais en contrepartie, vous devez vous soumettre à un certain nombre de règles, à un certain nombre de choses, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc ça, on va le voir à la base des fondateurs justement de ces structures, privilégiées dans un premier lieu, comme je vous l'ai expliqué, mais je veux bien que ce soit bien compris, c'était en premier des centres d'accueil pour les étudiants pauvres afin de leur donner de bonnes conditions d'études et surtout qu'ils bénéficient d'une certaine forme de protection, qu'ils soient nourris, logés, blanchis. Au XIVe, XVe siècle, les collèges ne sont plus seulement destinés aux étudiants pauvres, on va trouver toutes sortes de catégories sociales. On va retrouver notamment des étudiants venant de l'aristocratie qui bénéficient d'une meilleure, on va dire, de meilleures conditions de vie à la fois matérielles et de travail, qui à la base, ces structures sont quand même destinées à des étudiants bien particuliers. Et les collèges sont alors construits également sur les modèles des abbayes et équipés également d'un cloître, d'une bibliothèque, d'une chapelle et de jardins. C'est quand même pas des structures, on va dire, totalement banales, un peu tristes. Il y a quand même ce qu'il faut pour que les étudiants puissent mener une vie à peu près confortable et correcte, du moins pour pouvoir étudier, pour pouvoir prier s'ils le souhaitent et autres. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la vie dans ces collèges est régie par des statuts, par un certain nombre de règles. Et dans ces statuts, on peut retrouver notamment des règles concernant la discipline, une discipline stricte. Le fait par exemple de ne pas fréquenter les filles des tavernes, donc les serveuses si vous préférez, ou encore de ne pas pratiquer ce qu'on appelait les jeux d'argent. Donc ça veut dire ce qu'on appelait
appelée également l'usure. Cette discipline est appliquée par les maîtres qui sont disponibles sur place, donc les maîtres qui sont justement là pour faire appliquer ce règlement à la lettre. Les étudiants ne sont pas en roue libre, ils sont encadrés dans ces structures. Et à côté de ces quelques règles de discipline, on peut retrouver également des règles de vie domestiques, donc des règles de vie qui sont beaucoup plus, on va dire, privées, si on peut dire ça comme ça. Cela peut concerner notamment le comportement, par exemple l'alcool, les bagarres. Il faut savoir que l'étudiant au Moyen-Âge a, comme je vous dis, un peu cette image un peu personne oisive, qui boit, qui fait un peu n'importe quoi, enfin, que la société regarde un peu de travers de temps en temps, voilà, parce que bon, voilà, les étudiants aussi pouvaient faire grève, pouvaient faire ce genre de choses. Donc, ils étaient tolérés dans un certain cas, mais pas forcément tolérés tout le temps. Donc, c'est pour ça que, par rapport au comportement, dans les collèges, on encadre justement par rapport à cela, et parce que aussi l'étudiant a un peu une mauvaise image au Moyen-Âge, justement, par rapport à tout cela. Dans certains de ces statuts, du moins dans les sources qui relatent justement les statuts par rapport justement aux règles de vie des collèges, on peut trouver par exemple, alors ça c'est les sources qui le fournissent, des dessins ou des illustrations concernant la vie quotidienne de ces jeunes, à savoir par exemple la prière, le travail manuel ou encore bien des jeux on va dire des jeux de balle ou ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ce petit résumé du monde étudiant, c'est que les universités accueillent énormément d'étudiants, certains sont de tout milieu social, certains sont plus aisés que d'autres, mais surtout en fait il va se poser un certain nombre de questionnements, notamment par rapport au logement, c'est-à-dire que la crise du logement étudiant n'est pas quelque chose qui est récente, c'est quelque chose qui existait déjà, mais surtout les étudiants, comme je vous l'ai expliqué, et comme on va dire pour les universités de façon générale, avaient certains avantages. Par exemple, je vous ai cité, ils avaient leurs propres tribunaux, ils avaient leurs propres règles de fonctionnement, ils pouvaient se défendre vis-à-vis des autorités, qu'elles soient temporelles ou ecclésiastiques. Donc ça va un peu avec le fonctionnement des universités. Les études, qu'elles durent longtemps ou pas longtemps, en fait, ce n'était pas mal vu, c'était pas quelque chose qui était incompatible, c'était pas quelque chose qui était mal vu, mais c'était quelque chose qui était connu. Donc contrairement, c'est vrai, à aujourd'hui, par exemple, où les longues études, on a tendance un petit peu à faire la grimace, à l'époque, c'était pas forcément quelque chose qui était mal vu, c'était quelque chose qui était connu et qui ne dérangeait personne. Mais comme je vous l'expliquais, comme je vous le dis, il se pose également un certain nombre de problèmes. Par exemple, pour le logement, il faut loger un petit peu tout le monde. Donc la création des collèges intervient là-dedans. Comme je vous dis, les collèges n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Oui, ça évolue dans un sens vers des centres d'enseignement où les étudiants vont bénéficier d'un enseignement bien particulier, mais à la base, les collèges ont été créés pour en fait accueillir, héberger les étudiants, notamment les pauvres et les étrangers, ceux qui bénéficient également d'une bourse. Donc les collèges, et gardez bien ça en tête pour ne pas non plus vous tout mélanger, les collèges sont à la base des centres d'accueil, du moins des résidences étudiantes, si vous préférez, c'est un petit peu l'ancêtre des résidences étudiantes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ont été créées pour un petit nombre d'étudiants, pour qu'ils bénéficient justement du gîte couvert, être logés, nourris, blanchis, qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions, qu'ils puissent ne pas vivre dehors, si on peut dire ça comme ça. Mais en contrepartie justement de cet accueil, il y a un règlement qu'il faut suivre, il y a un règlement auquel aucun d'eux ne peut déroger et où il faut se conforter strictement justement aux règles qui sont énumérées dedans. Autre chose aussi qu'il faut savoir également des étudiants, c'est que comme je vous l'ai expliqué, l'étudiant au Moyen-Âge, du moins l'image de l'étudiant au Moyen-Âge, n'est pas forcément une image positive. C'est une image qui est un petit peu proche un peu des populations marginales, c'est-à-dire que l'étudiant, on va le tolérer jusqu'à un certain moment. C'est pour ça que dans les statuts des collèges ou même ailleurs, vous allez retrouver des articles par rapport au comportement, par rapport aux choses qu'il ne faut pas faire, parce que les étudiants ont la réputation au Moyen-Âge, ou du moins l'image qu'on en donne, d'être des oisifs, de boire beaucoup, de faire aussi beaucoup de manifestations, d'être grève ou ce genre de choses. Donc l'étudiant est toléré à partir du moment où il se contente d'étudier, il se contente de faire du pas de vague, mais dès que ces derniers sont pas contents, ou dès qu'on les laisse un petit peu tout seuls, ils ont tendance à faire n'importe quoi. Les sources relatent par exemple des étudiants qui finissent par boire comme, je vais dire le mot, boire comme des trous et faire n'importe quoi, et ne pas être assidus à leurs études. C'est un peu cette image qui fait que l'étudiant au Moyen-Âge a un peu tendance à être toléré sans être toléré, un peu mal vu. Donc l'étudiant au Moyen-Âge, c'est, on va dire, tant qu'il étudie pour avoir une profession, soit pour être un clerc, soit pour être un médecin, soit pour être autre chose, on va le tolérer parce que voilà, c'est sa fonction numéro 1. Tant que dans les collèges, il est hébergé, il fait ce qu'il faut, il se comporte bien, tout ça, on va rien lui dire. Mais à partir du moment où ce dernier va boire un trop, va se bagarrer dans les tavernes, ou va, je vais dire l'expression, draguer les filles, ça ne va pas plaire. Et
c'est ce qui fait que l'étudiant au Moyen-Âge, même s'il est toléré parce que voilà, ça reste des écoliers, entre guillemets, il n'empêche qu'il a un peu cette mauvaise réputation, d'où le fait qu'ils sont souvent placés sous la tutelle, enfin du moins reliés à des maîtres. Les maîtres sont là pour les encadrer, pour leur apprendre la discipline aussi, mais les maîtres n'ont pas les yeux partout, on est entièrement d'accord, après tout ça reste des jeunes, et malheureusement, il y a des débordements, il y a certains comportements qui se passent. Donc c'est pour ça que l'étudiant au Moyen-Âge a aussi un peu cette image, en fait, cette image un peu négative. L'étudiant est un peu entre le positif et le négatif. Ça reste quelque chose quand même qui est assez connu à cette époque. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.